Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Marquet, qui est docteur en nutrition, qui intervient sur les équipes de France de judo, un pôle France de voile, et anciennement sur des équipes professionnelles de cyclisme. Vous l'aurez compris, judo pour elle, judo pour moi, on va parler des sports à catégorie de poids, et plus particulièrement de la gestion du poids du sportif. Donc si vous ne faites pas partie de sport à catégorie, je peux vous garantir que ça va quand même vous intéresser. On va parler des différents types de régimes qui existent, que ce soit de la prise ou de la perte de masse, et comment pallier à ça. Est-ce que je dois faire un régime sur le court terme, sur le long terme? Est-ce que je dois stabiliser mon poids? Est-ce que je dois laisser faire mon poids de forme? Si je dois changer de catégorie, quand et comment le faire? Et on va parler des différents compléments alimentaires. Est-ce que c'est utile? Si oui, pour qui? Quand? Comment? Pourquoi? On vous répond à toutes les questions. J'espère que l'épisode vous plaira, et moi je vous laisse place à moi-même, parce que je vais vous faire une dernière petite annonce. Quelques épisodes en arrière, je vous présentais une conférence qui allait avoir lieu le 2 et 3 mars. On a dû malheureusement l'annuler, en tout cas la journée, au 4 et 5 mai. Donc le 4 et 5 mai, je vous donne rendez-vous à Marseille pour une formation sur l'entraînement de l'enfant et de l'adolescent. 6 grands intervenants, je vous en dis plus très prochainement sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et tout ça se fait en présentiel et en distanciel, donc pas de raison pour le rater. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à venir sur les réseaux sociaux, on annonce ça très très bientôt. Salut et bon épisode. Lauriane Marquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir. Avec plaisir aussi d'être là et d'échanger sur la nutrition, du coup. Un sujet un peu différent, mais c'est... Qui est nécessaire à l'entraînement. Exactement. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, du coup, Lauriane, je suis nutritionniste du sport. J'ai fait une formation plutôt de chercheur en nutrition du sport. Je suis passée par une thèse que j'ai réalisée à l'INSEP il y a quelques années maintenant. Et là, depuis 2 ans, je suis à mon compte en tant que consultante en nutrition du sport. J'interviens auprès d'équipes de haut niveau, principalement du coup l'équipe de France de judo, où ça fait un certain nombre d'années qu'on collabore ensemble. Je travaille aussi avec le pôle France voile de Marseille et j'ai collaboré pendant un certain nombre d'années avec une équipe pro de cyclisme. Qu'est-ce qui t'a amené à passer de la recherche au terrain? Bonne question. Je me suis un peu lassée de la recherche parce que on avait du mal en fait à mener des études sur le terrain parce qu'en fait on passe surtout notre temps à faire des projets pour avoir des financements qui aboutissent pas toujours. On était en plus là sur la fin dans une période où c'était le Covid, donc les projets plutôt financés, c'était plutôt santé, ce qui se comprend totalement, mais les projets plutôt performance et sport avaient un peu moins de financement. Et donc en parallèle, j'avais toujours une activité vraiment d'accompagnement scientifique des fédérations. Et en fait, le côté vraiment recherche appliquée, émotion, aventure humaine avec les fédés, je me suis rendu compte que c'était quand même ce qui me transcendait en fait au quotidien. Et voilà, et donc je me suis dit, allez, je prends le pli de partir que sur du conseil nutritionnel, du coup, appliqué vraiment et sur le terrain, du coup. Mais je regrette pas du tout mon parcours scientifique. Au contraire, ça m'a amené une façon de travailler, une façon d'être basé vraiment sur la science et d'avoir du coup des connaissances qui vont évoluer et d'avoir cette curiosité aussi de la recherche scientifique qui m'amène beaucoup de choses du coup au quotidien et dans les conseils que je peux donner. Donc, aucun regret d'être passé par la recherche, mais voilà, d'avoir basculé, c'était bien. Au moins tu évites les guerres nutritionniste, diététicien, etc. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc moi, je t'ai fait venir aujourd'hui pour qu'on parle de gestion du poids, particulièrement pour les sports à catégorie, parce que c'est comment dire, j'allais dire lamentable, pas loin. La gestion des régimes et compagnie dans les sports à catégorie de poids, c'est un fiasco. Qu'est-ce que tu peux nous en dire avec ton expérience? Alors c'est sûr que déjà c'est souvent presque l'unique raison, en tout cas la première raison pour laquelle on nous adresse un sportif. Si c'est l'entraîneur qui vient, c'est souvent parce qu'il y a un problème de poids. Alors soit il y a besoin de perdre du poids, soit d'en prendre, même s'il y a plein d'autres thématiques sur la nutrition qui devraient être traitées et qu'on ne fait pas toujours appel à un diététicien nutritionniste parce qu'on a des soucis de poids, mais voilà, il y a plein d'autres thématiques, on ne va pas les citer là. Et donc effectivement, dans les sports à catégorie de poids, c'est le sujet numéro 1 parce qu'il y a cette règle qui est qu'à une certaine heure, le jour même ou la veille de sa compétition, on doit peser un poids précis à 100 grammes près. Et donc c'est ça qui va cristalliser un peu toute la relation à l'alimentation au quotidien. Évidemment, il y a le régime. Et donc c'est un gros
Un gros chantier, effectivement. C'est un peu un chantier parce qu'il y a les cultures du sport et des habitudes qui sont un peu anciennes, qui font qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises et qui continuent à être véhiculées parce que la nutrition ne faisait pas autant partie des staffs et même on avait moins de connaissances en nutrition il y a quelques années. Et du coup, les entraîneurs qui sont maintenant, de clubs, fédéral, de pôles, enfin vraiment un peu tout le monde, font un peu avec leurs connaissances ou comme eux avaient fait. Et ils n'étaient pas aussi accompagnés, ils n'avaient pas autant de connaissances. Donc voilà, il y a encore des erreurs qui perdurent. Donc on essaye de changer tout ça. Ça prend du temps. L'éducation nutritionnelle, ça prend énormément de temps. Et voilà, on essaye de retrouver les bonnes pratiques qui vont aider à la perf, mais aussi à la santé, parce que les régimes de sport à catégorie de poids peuvent être très néfastes pour la santé. Il y a malheureusement des exemples un peu tristes voilà, dans des Avec pertes des coachings de poids extrêmes. Ouais. voilà, des pertes de poids qui sont extrêmes, qui ont amené carrément à des décès de combattants. Et bien sûr, évidemment, c'est hors de question qu'il se passe ce genre de choses. Donc voilà, on essaye de trouver un compromis entre la théorie de la perte de poids, la culture du sport qu'il faut prendre en compte, et le côté santé et performance qu'on essaye d'améliorer, quoi. Avant qu'on parte dans les détails, est-ce que c'est pertinent finalement de perdre du poids pour faire sa compétition, ou est-ce qu'il vaut mieux passer à la catégorie supérieure? C'est une bonne question. Ça dépend je dirais les deux. En fait, tout dépend vraiment le poids de forme dans lequel on est par rapport à sa catégorie de poids. Il y a des fois, clairement, il faut monter de caté. On se rend compte, notamment, donc nous, on a accès, c'est vrai, à des outils pour mesurer la composition corporelle. Et on se rend compte que quand on a une composition corporelle qui est avec beaucoup de masse musculaire et très peu de masse grasse, ça devient dangereux, du coup, de faire un régime pour rester dans la catégorie du dessous. Et donc là, on incite l'athlète à monter. Ça prend du temps aussi. C'est compliqué d'accepter qu'on change de catégorie, surtout s'il y a eu des résultats qui ont été faits dans cette catégorie-là. On n'a pas envie de perdre un peu cette place et cette aura qu'on a. Mais voilà, d'un point de vue santé, ce serait quand même mieux. Donc, ça prend du temps. Des fois, voilà, on commence à en parler, à semer la petite graine et en disant que voilà, c'est pas forcément définitif. Il y a des fois, on peut monter de caté et puis en fait redescendre quelques années après, en fonction aussi des âges. Des fois, la maturation physique, elle n'est pas la même, donc ça peut un peu changer. Après, sinon, quand on est bien dans sa catégorie de poids, c'est quand même intéressant de perdre un petit peu de poids plutôt que d'être pile à son poids de forme. Après, attention, là, on parle de sportif de haut niveau, professionnel. On ne parle pas de quelqu'un qui va faire... qui est amateur et qui... Donc voilà, il faut quand même faire attention. C'est des gens qui sont quand même encadrés, qui s'entraînent beaucoup. Voilà, les conseils ou ce qu'on va parler, voilà, ça reste dans le cadre vraiment du sportif du haut niveau. Et donc oui, en fait, il y a... Aussi, pour être plus précise et complète sur ma réponse, c'est que ça va aussi dépendre des sports à catégorie de poids parce qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes qualités ou les mêmes... c'est pas, n'importe quelle qualité va pas nous faire gagner sur le sport à catégorie de poids. Par exemple, je pense à taekwondo ou boxe, ça va plutôt être des sports d'allonge. Il n'y a pas forcément du corps à corps. Où là, du coup... l'avantage du gabarit va être un peu moins important que dans des sports vraiment de corps à corps comme la lutte ou le judo par exemple, où là on peut avoir du coup un intérêt à être plus lourd le jour de la compétition parce que du coup il va y avoir vraiment un rapport de force corps à corps. En boxe ou en taekwondo, on a besoin d'être plus mobile, d'être plus rapide, et donc là on a un petit peu moins d'intérêt à être plus lourd et on peut avoir des pertes de poids qui sont un peu moins importantes. Et après, il y a les sports professionnels où là, du coup, on a moins de pertes de poids dans l'année et où là, on note des pertes de poids qui sont bien plus importantes parce qu'il n'y a que quelques régimes dans l'année et pas 7 ou 8 comme on a dans les sports plus olympiques, quoi. Oui, c'est vrai que la fréquence aussi de la perte de poids va jouer sur la prise de décision du changement de catégorie. Ouais. Quand on a des régimes à faire à répétition, là, on va essayer effectivement que la perte de poids, elle soit moins importante. Là, on est dans l'année des Jeux. Nous, on a la chance française de ne pas avoir de sélection. Enfin, il y a une sélection nationale, mais pas besoin de se qualifier. Mais sur l'Olympiade précédente, c'était différent. Il fallait qu'on se qualifie. Et donc, des athlètes étaient amenés à répéter des régimes plusieurs fois dans l'année pour aller chercher des points et pouvoir rentrer dans la ranking olympique. Et aussi, on a la chance, nous, par exemple, en judo, pour parler de ce que je connais, d'être bien classé dans la ranking mondiale. Mais on veut aussi aller chercher des places de tête de série. Donc, on va toujours chercher des points.
Et donc là, ouais, il y en a qui étaient amenés à faire beaucoup de régimes dans l'année. Et donc là, on essayait effectivement qu'il y ait moins de poids à perdre parce que plus on va faire de régime, plus on va impacter sa santé, son risque de blessure, etc. Ouais. Et je prends l'exemple toujours en judo de Clarisse Agbenenou, Ouais. qui à l'époque perdait du poids à chaque fois et avait des résultats un peu en dents de scie. Et du jour où elle a été prise en charge en nutrition et qu'elle s'est quasiment stabilisée à son poids de compétition qui est devenu son poids de forme, elle a plus que performé, parce qu'elle a eu une carrière qu'on lui connaît. Effectivement. Est-ce que des fois, c'est pas plus pertinent de faire, entre guillemets, un petit effort tout le long, plutôt que des régimes en dents de scie? Est-ce que c'est pas plus efficace sur la perf? Alors ça, c'est mon quotidien. Je fais que leur répéter ça, effectivement. Ok. Il vaut mieux faire des efforts un peu au quotidien, des petits efforts pour avoir un poids de forme qui est correct par rapport à la catégorie de poids, que de faire des efforts pendant une semaine, 10 jours drastiques, avoir un régime restrictif et arriver au poids. Ils l'entendent pas tous, c'est compliqué. Ils préfèrent faire vraiment des régimes très difficiles pendant une période courte plutôt que de faire un peu d'efforts sur le long terme. Et donc c'est là, quand je parlais d'éducation nutritionnelle en début, c'est là où il y a besoin de répéter et de répéter les messages. Par expérience aussi, je me rends compte que plus ils sont âgés, plus c'est une notion qu'ils vont comprendre parce que ils vont mieux récupérer, ils vont moins se blesser. Et effectivement, quand on a affaire à des athlètes un peu plus jeunes, autour de 20 ans, c'est des notions qu'ils entendent moins parce que ça fait moins la différence en fait sur l'entraînement, sur les performances. Après, quand on commence à vieillir et que du coup on doit faire un peu plus le job sur l'hygiène de vie, la récupération, c'est des notions qu'ils vont entendre un petit peu plus. Et oui, on n'a pas le même travail à faire avec des athlètes qui vont être autour de la trentaine que ceux qui ont autour de 20 ans, quoi. Et ça, c'est lié à quoi? C'est la culture du sport qui fait ça? Ou c'est vraiment l'environnement familial ou... Ouais, je dirais que c'est un petit peu des deux. J'allais parler de l'environnement familial, l'éducation nutritionnelle. Effectivement, si elle n'est pas faite à la maison, si les habitudes nutritionnelles, il n'y a pas eu de bonnes habitudes nutritionnelles qui sont prises dès le plus jeune âge, c'est compliqué aussi de changer les habitudes. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à partir d'un certain âge, on est un peu plus à l'écoute de ça. Notre goût change aussi. Donc il y a des choses qu'on ne mangeait pas et qu'on va être amené à manger qui sont en général un peu plus sains. On mange quand même plus sain quand on est un peu plus âgé que quand on a autour de 20 ans où on va aimer... beaucoup d'aliments, un peu plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi le côté, on arrive... il y a un peu plus de liberté. Avant, on était en pôle espoir, on était en pôle France, on était en internat, on était cloisonné. Là, on arrive peut-être à l'INSEP, on a son appart. C'est la liberté, on peut commander, on peut s'acheter ce qu'on veut. Donc, il y a aussi toute cette liberté-là. Et après, il y a la culture de sport et faire des régimes à répétition, avoir un focus sur le poids tout le temps qui est fait par les compétitions, par les coachs, par les athlètes entre eux, ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire ou en tout cas à des conduites alimentaires et une relation à l'alimentation qui n'est pas forcément saine. Et on se perd un petit peu dans tout ça parce que y a des choses qui deviennent interdites à un certain moment de la saison. Et donc, du coup, c'est ça qui brouille complètement le message. Et on se rend compte d'ailleurs quand il y a des athlètes qu'on fait monter de catégorie, qui deviennent des fois plus légers parce que du coup, il n'y a plus d'aliments interdits parce qu'ils vont pouvoir prendre du poids. Donc, en fait, quand avant, ils allaient se gaver de bonbons ou de chocolat, ils vont moins en manger, ils vont avoir moins envie une fois qu'ils sont montés de caté parce que c'est plus interdit. Et c'est ça qui est très difficile. Et je pense qu'il doit y avoir plus de travail à réaliser avec des psychologues spécialisés sur le comportement alimentaire et que les nutritionnistes, on doit encore plus s'intéresser à ça, sur la gestion des émotions via l'alimentation, parce que du coup, ça a créé tout un flou autour de la relation à l'alimentation. Ouais. Avant de passer sur les troubles de l'alimentation, on en parlera plus à la fin. Comment est-ce que tu accompagnes un athlète qui vient te voir en te disant voilà, j'ai X kilos à perdre pour dans 3 jours? C'est souvent ça la demande. Ouais, là, 3 jours, je me dis que je peux plus rien faire. Mais oui, des fois, c'est très court. Ouais, sur un délai assez court. Comment est-ce que toi, tu le prends en charge? Alors, du coup, déjà, on va répondre à la demande tout de suite. Effectivement, il a une compétition dans 10 jours. Même s'il est trop lourd et que dans la théorie, ça ne convient pas, on va faire en sorte qu'il ne rate pas sa pesée et on va faire en sorte que sa compétition, elle se passe bien. Après, moi, je vais l'amener à ce qu'on se revoie après pour dire non, en fait, à une semaine, tu peux pas peser ce poids-là. Et on va travailler après coup sur l'équilibre alimentaire au quotidien pour faire en sorte que le poids de forme soit un petit peu plus bas et qu'après, on travaille après sur le régime. Mais qu'on ait un régime à faire de 3 kilos ou qu'on ait un régime à faire de 6 kilos en 10 jours, effectivement, c'est pas la même chose. Et essayer de leur faire comprendre pourquoi
Si on a beaucoup de poids à perdre en peu de temps, quel impact ça va avoir sur leur composition corporelle le jour de la compétition, quel impact ça va avoir sur leur déshydratation et du coup sur le risque de blessure, sur leur performance, et essayer de les amener à des stratégies du coup qui soient meilleures. Et en fait, des fois, ils veulent pas travailler trop aussi sur la gestion du poids au quotidien parce qu'ils ont l'impression qu'on va déjà les mettre au régime et qu'ils vont déjà s'affamer, on va devoir réduire les quantités. Et en fait, et donc je comprends hein, ils ont pas envie d'avoir l'impression d'être au régime toute l'année parce que en plus eux leur vision du régime elle est vraiment très restrictive et très difficile. Mais en fait, ce qu'il faut essayer qu'ils comprennent, c'est que la gestion du poids au quotidien, elle est plutôt sur des fois, il y a juste les écarts et un peu d'hyperphagie, donc des grosses quantités d'aliments consommés et souvent pas des bons aliments, qui soient modérés, à limiter la fréquence. Et en fait, on va pas toucher l'assiette. Souvent même d'ailleurs, on va augmenter les quantités dans les assiettes parce qu'on aura réduit des calories apportées par souvent des aliments en fait ce qu'on dit à haute densité énergétique, c'est-à-dire dans un petit volume, on va avoir énormément de calories. Donc en fait, on va même pour le même apport de calories, on va manger moins en quantité si on mange plutôt des aliments à haute densité énergétique que si on mange une alimentation qui est plus équilibrée, riche en fibres. Et donc en plus, on aura plus de sentiment de satiété si on mangeait mieux. Donc c'est ça ouais, qui prend du temps, quoi, du coup, qui a à faire vraiment au long cours et essayer de leur faire comprendre. Et en fait, souvent aussi, il faut qu'ils testent pour qu'ils voient que on avait raison et qu'en fait, c'était mieux. Mais voilà, il faut les convaincre. Il y a plusieurs types de régime perte de poids, plus ou moins extrêmes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les différentes méthodes qui existent et, si possible, comment choisir? Bah, déjà, pour moi, dans l'approche idéale, du coup, on reste dans le sport à catégorie de poids et de régime, hein, il y a une première approche qui est une perte de poids plutôt durable, donc là, qui doit se faire du coup plus en amont du régime. On va essayer de commencer le régime peut-être 2 semaines avant le régime pour essayer déjà de perdre du poids, perdre de la masse grasse, en fait. Effectivement, la masse grasse, on n'en a pas forcément besoin pendant la compétition. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plutôt de masse musculaire qui va nous apporter de l'explosivité, de la puissance, etc. Et la masse grasse, elle va être là pour faire du poids, mais elle va pas vaut mieux avoir plus de masse musculaire que de masse grasse. Et effectivement, le fait de faire des régimes très courts, très restrictifs, ça va faire perdre en masse musculaire plus qu'en masse grasse. Parce que la masse grasse, c'est un compartiment corporel qui va mettre du temps à bouger. Donc, on va essayer de le faire commencer plus tôt et que le régime soit progressif. On va pas tout changer d'un coup et réduire les calories d'un coup parce que souvent le poids aura tendance à stagner trop haut. Donc en fait, on va créer un déficit calorique. C'est vraiment la seule chose qui fait perdre du poids aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre régime alimentaire entre guillemets qui va conduire plus à une perte de poids qu'un autre. Il n'y a pas de supplément qui va conduire à la perte de poids. La seule chose, c'est de créer un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on va manger moins que ce qu'on dépense. Donc, pour créer un déficit calorique, on peut soit augmenter les dépenses, soit baisser les apports. Pour une personne lambda, c'est possible de faire les deux, mettre quelqu'un au sport et manger mieux. Pour un sportif de haut niveau, c'est compliqué d'augmenter la dépense énergétique. Ils sont déjà au max. 2 entraînements par jour, voilà. Donc, on va plutôt jouer eux sur les apports caloriques. Et donc voilà, on va essayer de calculer, créer un déficit calorique qui est suffisant du coup en fonction du poids qu'on a à perdre. Moins on a de poids à perdre, plus le déficit calorique sera faible. Et plus on a du poids à perdre, plus du coup on va créer un déficit calorique qui est important. Donc on a cette première approche du régime qui va nous permettre de perdre en masse grasse. Et ensuite, souvent, du coup, effectivement, les sports à catégorie de poids, leur poids de forme, leur poids de compétition ne correspond pas à leur poids de forme. Ils sont toujours un peu trop hauts. Et donc là, on va avoir une approche finale qui est effectivement sur les 3 derniers jours, sur lesquels on va jouer sur des compartiments corporels qui vont bouger très vite. On va jouer sur l'eau. Souvent d'ailleurs ce qui fait un peu peur des sports à catégorie de poids et on va jouer aussi sur le contenu de l'estomac, de l'intestin. On va essayer de réduire en fait tout ça, le contenu aussi en glycogène, donc qui est les réserves énergétiques, parce que le glycogène ça pèse un petit peu, on a des réserves qui sont autour de 500-600 grammes, et surtout avec ce glycogène là on a de l'eau qui est stockée. Pour 1 gramme de glycogène on va avoir à peu près 3 grammes d'eau stockée, donc on va jouer aussi sur ça pour jouer sur les derniers kilos. L'idée du coup c'est que vraiment cette perte elle soit, notamment la déshydratation, elle soit très encadrée, elle soit limitée. Déjà, qu'elle dure pas trop longtemps dans le temps, qu'elle soit vraiment autour de la pesée, 48-24 heures avant la pesée.
et qu'elle ne soit pas de 4 kilos, 5 kilos, ce qui peut arriver, ce que j'ai déjà vu sur des régimes vraiment mal gérés. Mais voilà, on va essayer que la durée et la magnitude de la perte en eau, elle soit courte, parce que le plus dangereux dans un régime en sport à catégorie de poids, c'est la déshydratation. C'est pas le fait de pas avoir de calories, c'est le plus dangereux pour l'organisme, c'est d'être déshydraté. On est composé à majorité d'eau. L'eau, elle remplit plein de fonctions vitales, notamment au niveau du système cardiovasculaire. Et donc voilà, on va essayer quand même de protéger l'organisme vis-à-vis de ça. Donc ça doit vraiment se faire dans les derniers instants avant la pesée. Et peut-être qu'on en parlera après, et on essaiera d'encadrer du coup l'après-pesée pour faire en sorte de se reprotéger après cette pesée qui a pu être un peu difficile. Et après, voilà, sur le contenu de l'estomac, après je viendrai sur le glycogène, mais sur le contenu de l'estomac, on va jouer notamment sur les fibres. On va essayer de réduire les fibres à l'approche du régime, parce que les fibres, ça peut faire un peu de gaz dans l'estomac et dans l'intestin. Ça retient de l'eau aussi. Donc, on va supprimer les fibres dans les 3 jours qui vont précéder la pesée pour vraiment réduire ce contenu gastrique. Et le glycogène, on va réduire les apports en sucre, en glucides, pour essayer de déstocker du coup le glycogène musculaire qui va se déstocker aussi avec de l'eau. Et après, les magnitudes de chaque vont être plus ou moins importantes en fonction du poids qu'il y a à perdre. Il y en a avec qui on va pouvoir garder un apport de glucides sur la fin et on va jouer que sur l'eau, ce qui est quand même l'idéal, parce que ça va quand même être le substrat énergétique principal des muscles pour des efforts à très haute intensité, et du coup, ce qui quand même conditionne la performance. Et dans les sports à catégorie de poids, on est quand même beaucoup sur cette filière. Donc si on peut garder des apports de glucides, c'est quand même plus intelligent. D'où l'intérêt de peut-être être plus léger plus tôt pour pouvoir garder ça. Et certains, on va jouer du coup que sur l'eau, et certains, on va devoir jouer sur un peu tout. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais les femmes, en fonction du cycle, elles vont avoir un poids et de la rétention d'eau qui varie. Oui. Ça, comment est-ce que tu le prends en charge? Est-ce que tu le prends en charge? Non, parce qu'en fait, c'est hormonal. Donc, les hormones, c'est quelque chose qui est super puissant dans le corps. Et donc, en fait, quand ça arrive, et ça arrive hyper souvent, c'est hyper compliqué. Les filles sont obligées du coup d'être encore plus en restriction calorique et de perdre encore plus d'eau, parce que voilà, c'est un déséquilibre hormonal qui va conduire aux règles, qui nous crée cette rétention d'eau. Après, s'il y a des troubles du cycle, on va s'orienter du coup vers des gynécos du sport pour essayer aussi de régler ça. Mais les gynécos du sport, elles peuvent avoir certaines solutions un peu sur les rétentions d'eau. Donc, d'ailleurs, bien souvent, en tout cas, moi, pour celles que je connais, elles font peu souvent appel à une gynéco du sport. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les sports, mais du coup, j'encourage les athlètes féminines à bien réaliser leur suivi gynécologique. Et parce qu'aussi, on peut avoir aussi des troubles du cycle, voire même des pertes de cycle qui sont absolument pas normales. Et donc voilà, ça peut être un sujet aussi à discuter avec la gynéco du sport, mais en tout cas, d'un point de vue nutritionnel, on n'a pas trop de levier pour combattre cette rétention d'eau qui est liée aux hormones. Après, il y a d'autres choses qui peuvent qui peuvent favoriser la rétention d'eau. C'est aussi une alimentation qui est trop salée. Donc ça, c'est aussi un des leviers sur lesquels on va jouer. Une semaine avant un régime, on coupe le sel, on sale plus les repas, on boit plus d'eau trop riche en sodium non plus, des eaux minérales connues dans le milieu du sport, Ceinture, Vichy, Célestin, qui sont très intéressantes, qu'on va utiliser après, mais pas à ce moment-là. Et donc voilà, sur d'autres aspects qui peuvent entraîner de la rétention d'eau, on va jouer. Mais là, ouais, quand c'est le moment du cycle, ça complique les choses, ouais. Malheureusement. On parlait de coaching hydrique, ouais. Cut l'eau. On le voit beaucoup dans les sports pro. Oui. Et du coup, ça vient vachement sur les sports olympiques, alors que... Est-ce que c'est la meilleure solution, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors évidemment, c'est pas la meilleure solution, parce que comme je l'ai dit, la déshydratation, ça va être le côté le plus dangereux pour l'organisme et le plus délétère pour la performance aussi. Alors en plus, il y a certains sports où la pesée, elle va être la veille. Le judo, taekwondo, ça va être la veille. La lutte aussi, il me semble. Boxe, c'est souvent une pesée le matin. Aviron, qu'on oublie un peu dans les sports à catégorie de poids, c'est aussi une pesée le matin. Et donc là, aussi, en fonction de l'organisation un peu de la pesée et de la compétition, on va pas non plus avoir la même stratégie de perte de poids. Si on a un temps pour se réhydrater, alors on peut essayer de perdre un petit peu plus de poids sur l'eau. Donc judo, taekwondo, les peser la veille. Ceux qui sont pesés juste quelques heures avant leur compétition, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et du coup, dans les sports pro, voilà, ils vont faire du cutting.
Et voilà, comme on l'a dit, il y a aussi une différence de eux, ils n'ont pas beaucoup de pertes de poids à faire dans l'année. Ouais, ouais. J'ai pas forcément les chiffres, moi je travaille pas avec des Entre 1 et sportifs. 3. Voilà, 1 et 3, et on l'a dit. Nous, des fois, ça va être 7, 8, ça va être tous les mois, il va y avoir un régime. Des fois, ça peut même être à 2 semaines en fonction de l'importance de la compétition et tout. Et on ne peut pas soumettre le corps à autant de déshydratation. Donc, ils vont utiliser des bains chauds, ils vont utiliser des saunas, ils vont utiliser des exercices qui sont couverts. Alors, nous, c'est des choses aussi qu'on utilise. Alors, on va plutôt favoriser du coup la perte en eau plutôt active, donc via des exercices en étant couvert, plutôt que la perte en eau passive, type sauna, bain chaud. Des fois, malheureusement, on n'a pas le choix, ou en tout cas, on termine la sudation par des choses un peu plus passives une fois que l'exercice a été fait. Mais voilà, du fait qu'on ait des pertes, des régimes qui soient plus fréquents, c'est vraiment quelque chose à limiter, parce que ça va avoir un effet, la déshydratation, donc sur le risque de blessure musculaire tendineuse, ça va avoir un effet délétère sur le système cardiovasculaire. Si on est déshydraté, le sang s'épaissit, donc la pompe cardiaque, le cœur va devoir fonctionner beaucoup plus pour mettre en mouvement le cœur et le sang, pardon, et aller fournir en oxygène, en nutriments, tous les organes. Sur la performance aussi, sur tout ce qui est lucidité, temps de réaction, prise de décision, ça va vraiment jouer aussi sur la perf. Donc pour tout ça, effectivement, on va essayer de limiter le cutting. Surtout qu'en plus, le fait d'arriver à un poids de forme un peu plus faible avant les compétitions, ça a un intérêt sur la qualité de l'entraînement, sur la prévention des blessures à l'entraînement, sur la qualité de l'entraînement aussi. Donc il y a de toute façon, comme j'ai dit, on a parlé que souvent on vient voir un nutritionniste pour la perte de poids, mais il y a pour plein d'autres raisons, il faudrait venir voir un nutritionniste ou diététicien, parce que justement sur la prévention des blessures, sur la qualité de l'alimentation à l'entraînement, sur la récupération. Et donc en fait, le fait de déjà améliorer ses habitudes nutritionnelles pour baisser son poids de forme, ça aura aussi un impact sur la qualité de l'entraînement et du coup la progression. À quel moment tu conseilles à un sportif ou à un staff de monter de catégorie de poids? Est-ce qu'il y a un pourcentage de poids de corps perdu par rapport à un pourcentage de masse grasse? Est-ce que c'est par rapport au ressenti de l'athlète? Comment est-ce que tu gères ça? Un peu des deux en fait. Il y a déjà, effectivement, c'est plutôt un pourcentage de masse grasse. Il y a des pourcentages de masse grasse auxquels on sait qu'il ne faut pas forcément descendre. Alors ils sont différents suivant les hommes et les femmes. Les femmes, on est plus grasse. Est-ce que tu as des valeurs à donner? Ouais, du coup les filles, effectivement, on va essayer de ne pas descendre en dessous de 15%. Si on a même déjà 17, on commence à regarder 15. Après, ça dépend vraiment des personnes, mais du coup, on va souvent, une question qu'on va leur demander, c'est est-ce qu'elles ont toujours un cycle. Souvent, du coup, quand il n'y a pas assez de réserve énergétique, le corps, lui, il va dire c'est pas possible d'enfanter parce que tu n'auras pas assez de réserves énergétiques qui vont permettre de survivre toi et l'enfant. Donc, on va mettre en pause la fonction un peu de reproduction. Et ça, c'est absolument pas normal. Et je sais, c'est un sujet qui est de plus en plus en vogue, que des fois de pas avoir ses règles, et les sportifs de niveau pensent que c'est normal. Mais oui, c'est normal, tu t'entraînes trop. Je reçois bientôt Juliana Antero. Voilà, j'allais parler, c'est une très bonne amie. Tu peux en parler. Ouais. Elle en parlera bien plus que moi, mais et donc voilà, et c'est important tout le travail qu'elle fait, parce que voilà, il faut que tout le monde en prenne conscience, parce que c'est absolument pas normal. Donc voilà, quand il y a un symptôme comme ça, on va faire en sorte que du coup, on va commencer à dire que c'est un peu dangereux. Donc il y en a, des fois, elles sont à 12-13. Moi, ça m'arrive de voir des filles, donc effectivement, elles sont très sèches. Et tout fonctionne bien, donc c'est un peu du cas par cas. Les garçons, ça se voit un petit peu moins, mais on sait quand même que quand on atteint des pourcentages de masse grasse qui sont de l'ordre de 8-7% avant d'arriver au poids de compétition, on sait que ça va être très compliqué. Et donc, du coup, ils n'ont pas le choix que de jouer plus sur l'eau. Donc, on va essayer de les protéger sur ça. Après, ça va dépendre des catégories, évidemment. Des athlètes qui sont plutôt 7-8%, des garçons, ça va plutôt être sur des catégories faibles. On n'a pas de plus de 100 kilos qui sont à 8% de masse grasse. Il n'y aurait pas d'intérêt d'ailleurs. Mais du coup, c'est un peu ça. Et après, il y a des fois, malgré une physiologie et une composition corporelle, en tout cas, qui ne justifierait pas une montée de KT, on se rend compte que les régimes sont quand même compliqués. L'athlète, il n'y arrive pas parce que... justement, il y a peut-être un peu des troubles du comportement alimentaire, il y a du psychologique qui rentre en jeu, et on n'arrive pas à faire le poids. Et ça, c'est compliqué de leur faire entendre ça, parce que, et là, moi, c'est un cas que je suis en train de vivre en ce moment avec une athlète. Elle veut pas monter de KT parce qu'on a fait des mesures de composition corporelle. Elle me dit, mais regarde, je suis suffisamment, mais je trouve qu'elle n'a pas les ressources aujourd'hui pour arriver du coup à gérer son alimentation et ses apports. Donc moi, je l'encourage à monter, évidemment. C'est une décision qui doit être
pas uniquement collégial, ça doit être l'entraîneur, ça doit être l'athlète en premier lieu. Et nous, on est là pour donner des indications en disant ce serait peut-être mieux, ça te protégerait, voilà, pour la prévention des blessures et tout. Mais donc ça peut être un petit peu les deux cas. Et dire que peut-être c'est juste pour ne plus avoir cette pression du poids et du régime, on laisse la pression s'envoler, t'es monté de KT, ça va, il n'y a plus de problème, tu peux gérer ton alimentation. Et des fois, voilà, comme je disais au début, la relation à l'alimentation, elle s'améliore et du coup, des meilleures habitudes nutritionnelles sont prises, on est plus léger, on peut éventuellement redescendre de catégorie. Un truc, par contre, qu'on se rend compte, c'est là où j'encourage par contre la montée de KT, c'est sur le jeune athlète. Un athlète qui a 16 ans, qui a 18 ans, qui a 20 ans, il ne fera jamais, s'il est déjà un peu en difficulté sur la catégorie de poids à ces âges-là, ce sera jamais sa catégorie finale quand il sera vraiment au plus haut de sa carrière. Donc plutôt que de l'abîmer un peu et qu'il se blesse et qu'on crée justement peut-être un trouble du comportement alimentaire si jeune, faites-le monter très vite. Il va prendre du coup des repères plus vite dans la catégorie d'au-dessus, donc il sera plus fort plus vite dans cette catégorie d'au-dessus. Et c'est un travail qu'on fait justement avec la fédération, où là, sur les entrées à l'INSEP des nouveaux juniors au cadet, on en a fait monter plein tout de suite, parce qu'on savait qu'ils étaient un petit peu juste sur la catégorie de poids, pour pas perdre de temps et pour pas les blesser. Il y en a trop où on se rend compte quand ils sont plus vieux qu'ils se blessent beaucoup, et en fait qu'ils faisaient énormément de régime. Donc vraiment, quand l'athlète est jeune, il faut pas trop se poser de questions, parce que de toute façon, ce sera pas la caté finale, quoi. Oui, surtout s'il est bon dans une caté, il sera sûrement bon dans une autre. Bah, moi, j'ai pas cette expertise-là, mais c'est ce que tous les entraîneurs disent, et toi, tu y connais quelque chose. Mais donc, effectivement, après, voilà, ça peut être un peu différent quand on est en train de jouer une sélection olympique, que bah, là, la catégorie, elle est difficile à tenir, mais c'est temporaire. Exactement. Ouais. C'est vrai que sur les jeux, il y a quand même des régimes assez restrictifs. Ouais. Je pense à un qui m'avait marqué sur Benjamin Tarbelé à l'époque, qui a perdu une quinzaine de kilos. Et je me rappelle cette photo de ses cuisses où il pouvait passer des doigts entiers entre son vaste interne, son vaste médial et tout. Et je voyais ça, je me disais, mais c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Et j'étais jeune, hein. Ouais, moi, je l'ai pas connu non plus quand je bossais à la Fédé, mais tout le monde en parle encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça a choqué un peu tout le monde. C'est le coaching le plus extrême que j'ai jamais vu, je crois. Mais bref. Mais voilà, on essaye d'éviter que ça se reproduise. C'est une bonne chose. Mais à l'époque, le fonctionnement était différent. Ça permettait ce genre de choses. Par exemple, pour expliquer aux auditeurs, à l'époque, pour les Jeux Olympiques, c'était pas un athlète qui se sélectionnait. C'était le résultat d'un athlète qui ouvrait la sélection à une catégorie. Mais après, la fédération pouvait mettre qui elle voulait à l'intérieur. Et pour le cas de Benjamin, alors je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je ne vais pas donner de nom, comme ça je me trompe pas, mais je suis quasiment sûr de moi. C'est un athlète qui ouvre la catégorie et la fédé choisit d'amener Benjamin qui était beaucoup trop lourd. Et la caté n'était pas ouverte, où il y avait déjà un autre qui avait un potentiel de médaille. Donc ils ont fait descendre Benjamin sur 2 KT en dessous, je crois. Oui, je crois que c'était ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc bref, aujourd'hui, il faut que tu sois dans la ranking list et il n'y a que toi qui es qualifié, pas un autre. C'est ça. Donc ça évite ce genre de changement. Ouais. Je voulais te poser aussi la question par rapport à un régime que j'ai déjà vu aussi pour jouer sur l'eau. C'est l'hyperhydratation. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est une bonne solution ou pas ? Alors effectivement, c'est une stratégie qu'on voit aussi de plus en plus, qui est un peu associée à l'arrivée un peu du cutting. C'est de s'hyperhydrater du coup dans les jours avant. Souvent, ça va être 6 jours avant la pesée et sur les 3 derniers jours, du coup, on va couper l'eau. Le fait du coup qu'on va s'hyperhydrater, on va boire 6, 7, 8 litres d'eau par jour, ça va générer du coup plus de pertes en eau. On va plus transpirer, on va plus aller aux toilettes. Et en fait, le corps va s'adapter pendant ces 3 jours-là. Si après on coupe l'eau, mais en fait, ces systèmes, ils vont continuer à fonctionner. On va plus aller aux toilettes, on va plus transpirer, alors qu'on a pu apporter d'eau. Et donc, du coup, ça va nous permettre de plus perdre en eau sur ces 3 derniers jours qui vont précéder la pesée. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Alors, je dis, on le fait, ça arrive dans certains cas sur des athlètes qui sont assez âgés, qui se connaissent très bien. Voilà, ça peut nous arriver de le faire, mais c'est vraiment au cas par cas et marginal, parce que pareil, ça reste du coup une approche vraiment sur la perte en eau très, très importante. C'est pas forcément ce qu'on conseille de toute façon, quoi. Et je fais une petite parenthèse, mais attention à la consommation d'eau. Il y a des comas hydriques qui existent. Ouais. Si vous buvez 5 litres d'eau d'un coup, c'est comme 5 litres d'alcool.
Vous allez finir à l'hôpital dans le coma. Tout à fait, oui. L'hyponatrémie, c'est des choses qui sont dangereuses. Et donc, effectivement, quand on parle aussi 7-8 litres, sur la journée, c'est pas d'un coup. Ouais, parce que là, effectivement, ça peut être hyper délétère. Ouais. C'est pour ça que je préfère préciser que si quelqu'un tous les extrêmes, essayer... Non, faites pas ça. Et de toute façon, globalement, tous les extrêmes sont mauvais. Donc, donc, on a parlé de jouer sur la masse grasse sur le long terme, la masse aqueuse sur le court terme. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent ? Du coup, voilà, la réduction de l'estomac, les fibres, où on va essayer vraiment là d'être à moins de 10 grammes de fibres par jour. Donc, c'est vraiment pas beaucoup sur les 3 derniers jours. Donc, souvent, dans les régimes, du coup, moi, je leur dis, on coupe les légumes, on coupe les légumineuses, on coupe les fruits. Ils en ont mangé plein, justement, pour pouvoir arriver, du coup, et plus que d'habitude, parce qu'on mange des légumes normalement tout le temps. Mais des fois, c'est pas que quand on veut perdre du poids, mais bon, globalement, quand même, ça prend plus de part. Donc, l'apport de vitamines via les végétaux, du coup, a été quand même bien fait. Donc, on va couper les fibres sur ces 3 jours-là. Et en fait, on va remettre des féculents, mais on va mettre 50 grammes de glucides, cuit à peu près par repas. C'est vraiment des toutes petites portions parce de toute façon, de refaire ses réserves énergétiques, ce serait compliqué parce qu'on est de toute façon en déficit calorique, mais voilà, on essaye de pas trop en apporter quand même parce qu'on cherche aussi à vider les réserves en glycogène musculaire et hépatique. Donc, on a ça où du coup, les derniers repas, ça va être des protéines, viande, poisson, œufs, un tout petit peu de glucides. Et là, on joue plus sur le déficit calorique. Et dans des sports un peu plus pro où il y a vraiment une grosse perte de poids, il y a beaucoup plus d'apport en gras à ce moment-là pour que du coup, l'athlète soit pas complètement d'énergie. Et on va du coup majorer les apports lipidiques à ce moment-là. Je sais que c'est des pratiques qui sont par exemple en MMA. Moi, je voulais aussi préciser quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Quand tu dis est-ce que ça vaut le coup de perdre du poids, c'est que aussi on se rend compte que... je t'ai redonné l'idée du coup. C'est que pour certains, c'est important, le régime. Ça les conditionne à la compétition. C'est le premier combat, on dit en judo. Ouais, voilà. Et t'en as où en fait, on faisait des super belles pertes de poids. Ils avaient quasiment rien à perdre la veille, le lendemain, très peu sur l'eau et tout. Et en fait, ils m'ont dit, mais Lauriane, j'ai pas l'impression que je vais combattre. Je suis pas prête d'ailleurs, parce que j'ai des exemples masculins et féminins. J'ai pas l'impression que je vais à la compétition. En fait, c'était trop facile et j'y vais là et ça m'a pas conditionné. Et donc, du coup, ok. Et c'est en ça aussi, il faut prendre en compte la culture du sport. Évidemment, dans la théorie, moi, j'ai jamais appris de faire des régimes comme ça. Évidemment, on dit que c'est hyper délétère de perdre de l'eau et tout. Et on se dit, mais surtout pas. Mais il faut prendre en compte la culture du sport. C'est ça qui fait aussi qu'un nutritionniste va être adapté et va être pertinent aussi. C'est de prendre en compte la culture du sport tout en protégeant l'athlète et en limitant les dérives quand même, en les encadrant. Mais c'était OK. Du coup, on fait en sorte que tu aies encore 1 kilo à perdre le dernier jour. Alors, pour les auditeurs lambda, peut-être 1 kilo, ça paraît énorme, mais franchement, ça va, c'est pas grand-chose. Ils sont capables de le faire. Voilà, c'est que de la perte en eau, ça va assez vite. Pour du coup, qu'il y ait une activité qui soit un petit peu difficile et que ça les mette dans le combat. 1 kilo, on arrive facilement à se réhydrater le soir. Alors, je dis ça encore pour les sports à catégorie de poids qui se pèsent la veille, attention. Mais ça les amène au combat. Alors, ça dépend. Et encore une fois, comme tout prise en charge, ça doit être individuel. Il y en a qui n'aiment pas ça, qui préfèrent être tranquilles et que ça les stresse pas la perte de poids. Il y en a d'autres qui ont envie de ça et ils se connaissent tellement bien. Souvent, d'ailleurs, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont déjà une carrière derrière elles et qui ont fait déjà pas mal de résultats internationaux. C'est pas à 20 ans qu'on me dit ça, c'est plutôt justement passer les fameux 25 ans. Mais voilà, il faut le prendre en compte aussi et du coup, gérer le régime pour les mettre dans ces conditions. Et les régimes, ça a un impact, j'imagine, forcément sur la performance. Oui. Est-ce que c'est un énorme impact ou pas? Alors, dans la théorie, dans les publications scientifiques, oui, évidemment, ça va montrer qu'il y a un plus grand risque de blessure, qu'il y aura moins de temps de réaction, moins de force, etc. Dans la théorie, malheureusement, il y a des fois, ils vont faire un super régime, ils vont perdre au premier tour. Et il y a des fois, ils vont faire un régime pourri, ils vont gagner. Donc ça me fait défaut. Parce que si au moins c'était plus logique tout le temps, il viendrait toujours un nutritionniste et il nous écouterait beaucoup plus. Parce que, évidemment, la performance, elle est multifactorielle. Donc, mais, quand même, sur le long terme, et c'est ça que les athlètes, des fois, ne prennent pas trop en compte. Ils vont regarder juste un one-shot, mais ils ne vont pas forcément regarder dans le rétro. Et c'est là où les entraîneurs peuvent avoir un rôle à jouer. Et notamment, j'avais travaillé avec un entraîneur au judo là, qui comptait le nombre
chutes qu'il avait fait à son adversaire, le nombre de fois où lui-même était tombé et qui avait aussi les durées aussi du combat, par quoi est-ce qu'il avait gagné, est-ce qu'il avait gagné par ippon, est-ce que c'était aux pénalités, et le régime qui avait été fait. Et il y avait quand même une corrélation entre la qualité et la performance sur le tapis et le régime, et que souvent, du coup, quand les régimes étaient moins bien faits, il y avait soit il gagnait aux pénalités ses combats, il y a quand même moins du coup de supériorité Ouais. du coup dans le combat, ou alors il perdait plus vite. Et voilà, il y avait des exceptions, il y a toujours des exceptions dans tout Oui. de toute façon, mais quand même sur la globalité, c'était un suivi sur plusieurs années. Ok. Il y avait quand même une logique. Le nombre de aussi, il y en a qui s'en rendent compte, hein, malheureusement, des blessures en compétition ou après des compétitions, il y en a qui en font l'expérience Ou aussi. juste avant, pendant Ou- le cut. Ouais, et qui se rendent compte en fait, c'est lié au régime. Et du coup, souvent, malheureusement, on a besoin de ces événements-là pour les faire aussi un peu changer leurs habitudes. Après, ce qui est totalement humain et normal, hein, je leur jette pas la pierre, mais changer des habitudes, c'est difficile, ça prend du temps. Ouais. Par définition, le sport de haut niveau, ça n'a pas le temps. Donc, tout doit être immédiat. Donc voilà, il faut composer avec tout ça, c'est pas facile. Mais donc oui, c'est quand même relié, même si des fois, il y a des exceptions. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi bien. Et c'est ce qu'on leur dit quand ils sont pas bien sur une compétition parce que le régime a été difficile, d'avoir la capacité à aller chercher la médaille. Et puis là, de toute façon, il y a plein de facteurs mentaux, physiques. Enfin bon, voilà. Évidemment, heureusement. Enfin, si la nutrition, c'était les perfs directs, on aurait plus de travail, on serait bien plus riche. Évidemment, c'est un ensemble de choses. Mais ça fait partie, et la nutrition, ça fait partie de l'hygiène de vie. Comme le sommeil, la récupération, c'est des efforts de l'ombre. On ne sent pas toujours les effets. Il y en a qui ressentent les effets d'une bonne alimentation, d'un bon régime, d'autres pas. Mais c'est sûr que sur le long terme, c'est bénéfique sur la santé, quoi. Ok. Et justement, on peut parler des blessures. Est-ce qu'il y a un type de régime qui a potentiel de blessures plus important que l'autre? Régime plutôt cutting, quoi, la perte en eau. Tout ce qui est blessure musculaire tendineuse, c'est souvent lié à de la déshydratation. Et ça, pour tous les sports, hein. Le muscle, c'est un des tissus qui est le plus hydraté. Pareil, il est un peu comme l'organisme vers les 70%. Donc, en fait, s'il a plus son constituant principal, il va quand même moins bien fonctionner. Donc, des ruptures de ligaments croisés liées à la forte déshydratation, on en voit beaucoup, quoi. Et je te demande une règle générale dans un monde d'exception. Si ça n'existe pas, tu me dis. Est-ce qu'il y a un pourcentage de poids à perdre idéalement sur des restrictions ou... Il y a de la théorie qui, effectivement, voilà, c'est un peu tout le travail d'ailleurs des nutritionnistes et des diététiciens, c'est qu'on connaît la théorie, mais comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain? Et ça peut pas être transposé comme ça complètement. Il y a de l'individualisation, il y a du contexte. Souvent, voilà, on dit qu'il faut pas perdre plus de 2-3% de poids de corps sur l'eau. Qu'une semaine avant sa compétition, on est à 5% de son poids et que du coup, au quotidien, on est plutôt à 8% de sa catégorie de poids. C'est pas toujours le cas. Et encore une fois, ça dépend aussi des catégories de poids, ça dépend de l'historique de la personne et comment elle se connaît. Donc, on peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à tout le monde. C'est par contre quelque chose, je pense, qu'il faut inculquer aux plus jeunes. Encore une fois, l'individualisation, elle est beaucoup plus possible et pertinente quand on a des athlètes qui se connaissent et qui sont un peu plus âgés que sur quelqu'un qui a 20 ans et qui se connaît moins bien et qui a encore plein de choses à apprendre, quoi. Donc, ça peut être des points de passage qui peuvent être un peu plus imposés et en tout cas répétés aux plus jeunes. Et on prendra un petit peu plus de liberté et de latitude sur ça, sur des athlètes qui sont un peu plus âgés. Ok, super. Alors, il n'y a pas que la perte de poids, il y a aussi la prise. Ouais. Par exemple, on parlait des jeunes qu'on fait monter de catégorie. Ouais. Généralement, il faut essayer de les faire monter rapidement. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Effectivement, dans les sports à catégorie de poids, c'est aussi une problématique qu'on voit assez souvent. Et donc, on veut prendre du poids, mais on ne veut pas prendre n'importe quel poids. Évidemment, on veut prendre plutôt de la masse musculaire. Donc ça, c'est un travail vraiment en collaboration avec le préparateur physique. Il n'y a pas de prise de masse musculaire s'il n'y a pas de programme de musculation ou de cycle d'hypertrophie. Et il n'y a pas de prise de masse musculaire s'il n'y a pas d'apport en protéines ou caloriques plus important. Si c'est que l'un ou l'autre, ça ne marchera pas ou beaucoup moins vite. Et c'est vraiment quelque chose qui est à faire ensemble. Et du coup, voilà, souvent, on s'accorde avec le préparateur physique. Donc, effectivement, pour la prise de masse musculaire, on a des stratégies du coup de nutrition. On va augmenter l'apport en protéines.
sur la journée. On va essayer de le monter entre 2 et 2,5 grammes par kilogramme de poids de corps de l'athlète. Donc ça, c'est la quantité à respecter. Il y a eu de la qualité. On va favoriser des protéines qui présentent des acides aminés essentiels et qui vont participer du coup à la prise de masse musculaire. Et il va y avoir l'importance du timing. Il faut avoir des protéines à peu près toutes les 3 heures de façon régulière. On aura beaucoup moins d'efficacité si on mange la même quantité en deux fois que si on a cette cyclicité dans la journée. Donc ça, c'est un premier point de la prise de masse. On va avoir aussi l'apport calorique. C'est pas vital pour l'organisme de créer de la masse musculaire. Ça n'a jamais sauvé personne. Au contraire, c'est plutôt le côté énergétique qui va permettre de se sauver d'un danger. Hein. Le corps a un fonctionnement très primitif encore. Donc si on n'apporte pas suffisamment de calories qui permettent de combler toutes les dépenses énergétiques de la journée, le métabolisme de base, l'activité physique, toutes les activités du quotidien, si déjà cet apport il suffit pas à combler tout ça, on aura du mal à créer de la masse musculaire. Du coup, il faut un petit excédent calorique pour que ce surplus calorique permette du coup de créer de la masse musculaire. C'est un processus qui est énergétiquement coûteux. Donc voilà, on va manger plus, on va ajouter plus de collations, on va s'alimenter plus sur les entraînements. Et souvent, du coup, on va avoir un apport de protéines et de glucides en même temps. On va surtout le faire passer par les glucides plutôt que sur l'apport en gras. Alors, on est un peu moins regardant effectivement sur l'apport en gras que quand on va chercher du coup à créer un déficit calorique sur la perte de poids. Mais on va quand même essayer de respecter un équilibre alimentaire. C'est pas parce qu'on cherche à prendre du poids qu'on oublie les légumes, ce qui est bien souvent des fois pensé, qu'on peut manger plus de fast-food ou tout ça, parce qu'on a toujours quand même en tête cet effet du coup bénéfique sur l'entraînement. Et enfin, il va y avoir l'hydratation. Comme on l'a dit, c'est un tissu qui est très hydraté, donc pour qu'il se construise bien, on va aussi faire attention à l'hydratation, parce qu'aussi on va avoir plus d'apport calorique. Donc si on a des excédents, on peut avoir du coup les reins qui vont fonctionner un peu plus. Donc c'est important aussi de s'hydrater. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus de choses dans la littérature scientifique qui montrent qu'une consommation élevée de protéines, en tout cas chez des sportifs, peut conduire à des maladies plutôt rénales. En fait, on augmente aussi l'apport en protéines parce qu'on a plus de dégradation protéique, parce qu'il y a un programme de muscu, d'hypertrophie associé. Ce programme d'hypertrophie, il a pour but de dégrader des fibres musculaires. Tu me corriges si je suis pas tout à fait juste. Et du coup, cette dégradation protéique, elle va entraîner plus de synthèse, parce que le corps, de toute façon, en récupération, il veut essayer de remettre à niveau tout ce qui a bougé. Donc, s'il y a eu plus de dégradation protéique, il va se mettre en configuration pour qu'il y ait plus de synthèse protéique derrière. Et donc, du coup, le besoin en protéines, il augmente. Effectivement, si on consomme beaucoup de protéines, mais qu'on n'a pas dégradé de protéines, on ne va pas avoir besoin autant. Donc, du coup, le corps va devoir excréter ces protéines. Et donc là, il peut y avoir des soucis. Mais là, on a un besoin plus important. Donc, tout simplement, on y répond, en fait. C'est pas que juste on fait un excédent de protéines, c'est juste qu'on répond à ça. Et en plus, dans les sports à catégorie de poids, on est souvent sur des disciplines où, en plus, il y a de la dégradation protéique juste liée à l'activité. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est des sports où il y a un apport de protéines qui est suffisamment conséquent. Et bien souvent, moi, je trouve que le facteur limitant où les athlètes ont du mal à maintenir ce poids, c'est souvent plus le côté manque d'apport calorique que l'apport en protéines qu'ils arrivent à bien faire. Et c'est que voilà, des fois, on va pas s'alimenter, on va pas prendre de boisson d'effort ou de collation pendant une séance, ni même avant, ou en récupération, on va rien prendre. Et c'est des fois souvent le côté calorique qui pêche. Faut pas se dire, je comprends pas, je mange suffisamment de protéines et ça tient pas. Voilà, des fois, faut aussi peut-être regarder le côté calorique. Tu parlais de protéines à favoriser. Tu parles de type d'aliments. Est-ce que tu as des exemples ? Ouais, en fait, je parle surtout de présence en acides aminés. Donc, les acides aminés qui sont le composant unitaire des protéines. Il existe plusieurs acides aminés, certains qu'on dit non essentiels, que le corps sait synthétiser, et d'autres acides aminés qu'on dit essentiels, que le corps ne sait pas synthétiser, du coup, et qu'il faut apporter par l'alimentation. Et il y en a certains qui sont particulièrement importants. Ils vont avoir un rôle de signalisation pour créer de la synthèse protéique, ce qu'on appelle les BCA, communément appelés. Le isoleucine valine. Je reviendrai après qu'il ne faut pas apporter seul, mais qui sont importants d'être présents dans l'alimentation. Donc en fait, la contrainte, c'est d'avoir tous les acides aminés, et notamment les essentiels, présents pour pouvoir on crée des protéines, on ne crée pas juste des acides aminés. Donc la synthèse protéique, elle va s'arrêter quand il y aura un acide aminé qui est limitant. Donc si on apporte des aliments
où les acides aminés ne sont pas limitants, du coup, on peut créer la synthèse protéique. Par contre, si on a d'autres aliments où il y a des acides aminés qui manquent, là, la synthèse protéique, elle ne sera pas maximale. Donc, dans les apports protéiques au quotidien, on va différencier les protéines animales des protéines végétales. Les produits animaux contiennent l'ensemble des acides aminés, ce qui n'est pas le cas des protéines végétales. Donc, les protéines animales, on va avoir viande, poisson, œufs, produits laitiers, globalement. Et après, on a les protéines végétales. On va retrouver donc soja, tofu. On va retrouver les légumineuses. Voilà, tu as fait lentilles, haricots rouges, pois chiches. Et on peut retrouver un peu de protéines dans les graines, dans le beurre de cacahuète, des choses comme ça. Et en fait, alors, je dis pas que c'est pas possible de faire une prise de masse en étant végétarien, pas du tout. C'est juste que c'est plus compliqué et il faut souvent pas le faire seul, du coup, parce que... Je m'explique, du coup, les légumineuses, par exemple, elles vont manquer de certains acides aminés. Et donc, du coup, là, si on a un apport de protéines exclusivement, du coup, par les légumineuses, on ne sera pas au maximum de la synthèse protéique. Par contre, il y a les céréales, par exemple, donc tout ce qui est blé, les pâtes, le riz, quinoa. Qui viennent compléter les légumineuses. Exactement. Eux manquent aussi d'un acide aminé qui est, eux, présent dans les légumineuses et qui présente l'acide aminé manquant des légumineuses. Donc, en fait, le fait d'associer les deux fait que du coup, on va retrouver là l'ensemble du spectre des acides aminés. Et donc, il y a bien souvent d'ailleurs plein de repas un peu ancestraux qui l'ont bien compris. Pois chiches, semoule, haricots rouges, riz, par exemple. Et on a déjà du coup l'association de ces deux choses-là. Voilà. Par contre, des fois, il peut manquer éventuellement un peu de BCA. Donc, on peut se supplémenter en BCA. Maintenant, par exemple, tout ce qui est supplément en protéines vegan, il existe de plus en plus. Parfois, à un moment, ça manquait de BCA. Maintenant, souvent, ils sont enrichis, donc c'est moins problématique. Voilà, il faut vérifier, il faut faire un peu une enquête alimentaire, voir si du coup l'apport des acides aminés il est suffisant ou s'il y a besoin de compléter. Il y a d'autres choses qui vont apporter des carences quand même dans l'alimentation végétarienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire seul. La vitamine B12, par exemple. Il peut manquer un peu de créatine aussi, par exemple, parfois, qui peut limiter un peu la prise de masse et d'autres choses. Donc, c'est possible, mais voilà, il faut essayer de le faire plutôt avec un professionnel du coup, qui vous aiguillera mieux pour que ce soit bien fait. Et voilà, donc favoriser plutôt des protéines avec des acides aminés essentiels et notamment des acides aminés branchés, les BCAA, notamment juste après les séances d'entraînement où il y a une grosse dégradation protéique. Donc les BCAA, pour toi, ça a quel intérêt ? Alors, c'est essentiel dans la prise de masse. Par contre, apporter des BCAA tout seul en supplément, c'est inutile. Il faut apporter des protéines qui contiennent des BCAA. Il ne faut pas apporter juste 3 acides aminés. Comme je dis, il existe un ensemble d'acides aminés, il existe à peu près une vingtaine. Si on n'apporte que 3 acides aminés, on ne va pas aller très loin, quoi. Il faut tous les apporter. Donc, et de plus en plus, dans la littérature scientifique, on entend que les BCAA, c'est peut-être le supplément le plus inutile parce qu'il est mal pris, en fait. Ouais. Et ils sont souvent très chers. Et par exemple, si on parle un peu des suppléments, dans les protéines type whey, c'est l'aliment qui contient le plus de BCAA. Il n'y a pas besoin de se supplémenter en BCAA. En nutrition, il y a toujours un palier, ça sert à rien d'apporter toujours plus. Parce que là, ça va créer plus de traitements, voilà, et de déchets. Donc, il n'y a pas besoin, c'est pas toujours plus qui fait que c'est efficace. C'est très souvent un palier. Donc, vaut mieux apporter de la whey que d'apporter des BCAA. Des BCAA à l'effort, à part si on parle d'efforts type ultra-endurance, sur des efforts d'1 heure et demie, 2 heures, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, là aussi, faites-vous bien conseiller. Par contre, si c'est pour... vous voulez pas prendre de shaker de protéines, vous voulez plutôt faire une récupération avec des aliments, des vrais aliments, ce qui est très bien, ce qui est d'ailleurs l'approche première qu'on va conseiller. Un fromage blanc, un skyr, un sandwich avec des tranches de jambon. Là, il va nous manquer des BCAA, donc là, on peut en apporter en plus, mais on aura eu quand même des protéines entières grâce aux aliments. Mais apporter des BCAA seuls, non, c'est inutile. Merci. Parce que quand j'étais étudiant, on avait eu des cours justement sur les BCAA, c'était le tout début de cette supplémentation qui arrivait en France. Et j'avais un prof de physio qui nous avait fait, alors j'ai plus le cours exact en tête, mais la boucle, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça active, etc. Et dans les études, tu as un énorme écart type. C'est-à-dire que tu as des personnes sur qui ça marchait, alors c'était sur la récupération, je crois, le cours à l'époque. Tu as des gens sur qui ça fonctionne et d'autres où ça réduit au contraire. Et c'était plus ou moins à 0. Et donc, il nous disait, vous voyez l'importance du marketing, parce qu'en fait, ça active certaines boucles de récupération, effectivement, mais derrière, ça active des boucles qui contrebalancent ça complètement. Donc, il y a des gens chez qui ça active plus une partie et plus l'autre. Il me disait, ça, c'est un truc, vous pouvez le mettre aux chiottes, c'est pareil, quoi. Ouais.
Et donc, nous, qui étions En plus, débutants, c'est le tu début, vois, ouais. on connaissait pas trop, on était étudiants. On disait, ouais, mais pourquoi est-ce que c'est tant consommé? Il me dit, ouais, parce que le marketing, c'est fort et qu'il y a beaucoup d'idiots. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Ouais, faut faire attention. Les suppléments, tout n'est Ouais, tout n'est pas utile et on veut vous en vendre le plus possible parce que ça coûte cher. Ouais. Tu parlais de whey et de protéines en poudre. Est-ce que c'est quelque chose de, je veux dire, quasiment obligatoire pour les sportifs de haut niveau ou pas? Parce qu'on a quand même une dépense énergétique qui est très importante. Mm. Est-ce que ça permet de... En gros, ma question, c'est est-ce que c'est utile parce que ça va permettre d'avoir un système digestif un peu plus off qu'avec de vrais aliments? Je dirais pas que c'est obligatoire parce que c'est pas l'approche qu'il faut avoir. La base de la pyramide alimentaire du sportif de haut niveau, c'est les aliments bruts. Et que ces produits-là, ils vont répondre à des solutions, enfin à des besoins, à des moments qui sont très précis et ils vont apporter de la praticité. Et effectivement, on va pouvoir consommer des protéines dans un plus petit volume. Il peut y avoir certains intérêts comme ça, mais ça doit surtout pas être la porte d'entrée. Là-bas, ça doit être l'alimentation basique. De toute façon, le premier conseil en nutrition, c'est de manger brut, non transformé. Et ça, ce sont des produits transformés. En plus, on n'a pas forcément toujours une très bonne qualité nutritionnelle. D'ailleurs, c'est compliqué à trouver des suppléments avec une bonne composition nutritionnelle, avec un label antidopage. Franchement, c'est... Même moi, j'ai du mal à conseiller des marques qui remplissent tous ces critères. J'ai l'impression, pardon, je te coupe, mais Vas-y. que dans une marque, il va y avoir ce produit-là qui est bien, dans l'autre marque, c'est ce produit, Exactement. etc. Exactement. Et il y en a peu qui répondent à une gamme. Et alors, en France, encore plus compliqué, parce qu'on n'a pas trop cette culture du supplément. Donc, c'est vraiment compliqué. Après, voilà, souvent, la problématique du sport de haut niveau, c'est qu'on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne 2 fois par jour. Le temps de récupération, il est faible. Donc, on doit avoir des stratégies de récupération nutritionnelle qui sont un peu agressives. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui va s'entraîner 2 fois par semaine. Où là, pour moi, c'est des aliments qui sont complètement inutiles. Donc, des fois, on va avoir besoin, effectivement, d'avoir recours à ces produits-là parce que ça va être plus pratique. C'est plus pratique d'emmener son shaker dans son sac que d'avoir fait son sandwich ou alors son bol de skyr avec des fruits rouges et des flocons d'avoine. Il n'y a pas de frigo sur le lieu d'entraînement. Voilà, ça va être des choses comme ça. Ça ne doit pas être vraiment la porte d'entrée. On peut faire carrément sans. Après, voilà, c'est pratique. Encore une fois, il faut bien les choisir. Il ne faut pas choisir des produits avec une liste d'ingrédients à rallonge. Il faut choisir un produit pour les sportifs de haut niveau, mais même les autres, avec un label antidopage qui vous garantit quand même une qualité de production et un respect de la chaîne de production. Et pour les sportifs, pour moi, ça doit être obligatoire parce qu'on ne peut pas prendre de risques, même si le fournisseur vous assure que non. Pour moi, on ne peut pas se laisser avoir un risque comme ça. Donc voilà, du coup, ça doit répondre. Et même pour les sportifs, il y a des fois des semaines, ils vont en utiliser. D'autres semaines, il n'y a pas besoin. La charge d'entraînement, elle n'est pas élevée. Il y a pas ou elle est moins élevée. Elle va être élevée de toute façon par rapport à une personne lambda. Mais voilà, il y a des fois, ça ne se justifie pas. Donc ça doit être un peu au cas par cas. C'est pas après chaque séance. Il n'y a pas besoin d'un shaker de prot après une prépa cardio de 40 minutes. Par contre, après une séance d'hypertrophie où on cherche à prendre de la masse, oui, pourquoi pas. Donc, ça peut aussi, je pense, des fois être pratique quand on a aussi des fois ce cas-là. Beaucoup de sportifs qui mangent halal, qui sont à l'étranger, qui peuvent pas manger de viande, ni il n'y a pas de poisson. Il y a des fois des pays comme ça. Et ben là, du coup, on va utiliser le shaker de protéines pour avoir un apport en protéines sur les séances d'entraînement. Donc voilà, ça peut être encore un exemple de moments pratiques où on peut avoir recours à ça. Mais ça doit pas être la porte d'entrée, ouais. Petite question perso. Oula. Non, t'inquiète. J'avais lu il y a quelques années que le lait de vache était assez inflammatoire par rapport à d'autres types de laitage, en particulier à cause du cracking qu'ils font. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Un procédé de production. Ouais, pour les gens qui connaissent pas, en gros, on prend le lait de vache, on le déconstruit complètement chimiquement pour le reconstruire de la façon qu'on veut. Et que ça a amené beaucoup d'inflammation par rapport à du lait de brebis, lait de chèvre, etc. Est-ce que toi, tu as une expérience par rapport aux sportifs que tu encadres, des gens qui ont plus d'inflammation avec le lait de vache ou avec d'autres types de lait ou... Ça, c'est encore une fois du cas par cas. Moi, je pense pas que... Enfin, je dis pas que le lait de vache est inflammatoire et c'est tout. Ça dépend des gens. Les produits laitiers, en général, sont quand même plutôt neutres. Ils sont pas basiques, mais ils sont plutôt neutres que très acides. Et après, encore une fois, ça dépend de la quantité qui est consommée aussi. Effectivement, si on boit 2 litres de lait par jour, ça peut conduire aussi à de l'inflammation.
Et après, c'est de la sensibilité de chaque personne. Quelqu'un aussi, bon, après là c'est plutôt sur la digestion, mais des gens qui n'ont jamais arrêté de boire du lait et qui en boivent, ça leur pose pas de problème. Quelqu'un qui on va remettre du lait alors que ça fait 10 ans qu'il n'en a pas bu, ça va mal se passer. Mais là, c'est plutôt au niveau de la digestion du lactose. Donc, et notamment, en plus, le lait, ça a été aussi montré quand même comme étant un aliment de récupération plutôt efficace. Il y a justement parce que la whey, c'est du lactosérum, c'est une protéine du lait, et donc c'est efficace pour la resynthèse protéique. Donc c'est pas rare de pouvoir dire prends un verre de lait, un grand verre de lait avec du chocolat dedans pour avoir du sucre et des protéines. Après effectivement tout ce qui est comme fromage de chèvre ou lait de brebis et tout, ça va être aussi un peu plus conseillé. Pour la blague par rapport au chocolat chaud, cette info vient d'une étude qui est complètement biaisée. Mais il y a plein d'études, il n'y a pas qu'une seule étude. Mais je me rappelle avoir lu cette étude-là quand elle était sortie 2015 ou 2016, alors j'ai plus l'auteur en tête, qui comparait en fait la récupération post-effort avec juste de l'eau ou du chocolat chaud. Oui. Donc là, forcément, on apporte des calories ou on apporte rien. Ouais. Bah, forcément, oui, ce sera mieux le chocolat chaud. Ouais. Mais bref, petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres études qui l'ont montré par rapport à d'autres boissons. Et je pense à ça, ouais. Parce que des fois, il y a d'autres boissons qui est par exemple du lait de soja. Ouais. Attention, d'ailleurs, ça ne s'appelle plus du lait de soja ou lait d'amande, ça s'appelle la boisson végétale. Alors, si vous aimez, c'est très bien, mais vous ne méprenez pas, vous apportez pas un produit laitier, vous apportez pas de protéines, vous apportez pas de calcium, vous apportez principalement de l'eau. Après, voilà, c'est un aliment qui est bon, qui est sain. Juste, on n'apporte pas la même chose. Il faut juste bien le savoir, quoi. Donc, on continue de parler de prise de masse. Ouais. Donc, on a fait notre prise de masse, tout va bien. Est-ce qu'il faut modifier les quantités de base pour se stabiliser, ou est-ce qu'il y a des choses à mettre en place particulièrement ? Alors souvent, oui, du coup, il va falloir continuer à manger un peu plus. Déjà, en fait, souvent, on a plus faim. En fait, le fait d'avoir plus de masse musculaire, on va augmenter notre métabolisme de base. Donc, c'est le minimum d'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner, pour que les fonctions vitales fonctionnent bien. Donc, c'est très souvent que la tête me dit « Je comprends pas, j'ai de plus en plus faim ». Mais c'est normal, vas-y, c'est très bien, continue à manger parce que ton corps, il avait un certain niveau de dépense qui s'est majoré avec le fait d'avoir pris de la masse musculaire. Donc, du coup, il te réclame un peu plus de calories. Donc, souvent, si vous avez ce symptôme, j'allais dire, cette sensation, c'est vous êtes dans la bonne voie, c'est que vous êtes en train de prendre de la masse musculaire et c'est très bien. Et il faut y répondre. Toutes les sensations de faim et de satiété que vous envoie l'organisme, il est très bien régulé et il sait dire ce dont il a besoin. Alors la faim, c'est pas de la grignotage ou l'envie de grignoter. Ça, c'est des fois pas facile à dire, mais est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de grignoter ? Bon, bref, de la vraie faim ou de la vraie satiété. Donc, en général, du coup, les quantités, elles vont augmenter un petit peu. Et oui, on peut pas revenir à son niveau de calories précédemment parce que la masse musculaire, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. C'est pas du stockage comme du tissu adipeux ou du glycogène. Ça reste pas là et ça bouge pas, ça se construit, ça se déconstruit. La prise de masse, c'est pas évident parce qu'on se dit, bon, bah, ça va, je vais pouvoir manger ce que je veux. Sauf qu'en fait, ça va dépendre des personnes, mais ceux qui ont du mal à maintenir cette masse musculaire, c'est que souvent, ils n'ont pas forcément été constants dans leurs efforts, dans leur façon de manger. Une prise de masse musculaire, on mange beaucoup, on mange tout le temps. Finalement, des fois, on n'a pas beaucoup faim parce qu'en fait, on a l'impression qu'on mange tout le temps. Mais c'est un peu des prérequis. Ça, c'est souvent le cas pour ceux qui ont justement dépensent trop d'énergie et qui ont du mal à avoir un excédent calorique et qui arrivent à prendre en masse musculaire. Donc, il faut être très régulier. Si on relâche 2-3 jours, on aura perdu 1 kilo, quoi. Ça peut bouger très vite. Alors, il y en a qui prennent très vite en masse et ça leur fait du bien. C'était leur poids de forme et le corps, il attendait que ça. Donc, voilà, encore une fois, il faut individualiser. Mais donc oui, du coup, on peut pas revenir à ce qu'on consommait avant, quoi. Donc oui, il faut augmenter un peu son apport calorique. On va du coup s'alimenter à chaque fois systématiquement sur les séances d'entraînement, par exemple, et maintenir un peu cet apport protéique. On va le diminuer un peu si on sort du cycle d'hypertrophie, mais notamment les calories globales, elles vont être un peu plus importantes. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles comme repas après l'entraînement ? Donc pour la récup nutritionnelle et la prise de masse, on doit apporter protéines et glucides dans les 30-45 minutes qui vont suivre. Surtout si vous savez que le repas n'est pas tout de suite après, il faut vous mettre une collation de protéines. Et sur la prise de masse, c'est obligatoire. Donc on va chercher à apporter entre 20 et 25 grammes de protéines, dont 3 grammes de leucine, 1 gramme d'isoleucine et 1 gramme de valine, donc 5 grammes de BCA à peu près, il faut essayer de viser ça. Un shaker de prot, ça vous amène ça déjà à peu près sur les protéines. Si on est en équivalent en aliment brut, ce serait
3 tranches de jambon. Une tranche de jambon, c'est à peu près 7-8 grammes de protéines. Vous pouvez faire 200 grammes de fromage blanc ou 200 grammes de skyr. On va être à peu près sur du 20 grammes de protéines. Le lait, il va falloir en consommer beaucoup plus. On est plutôt sur du 500 ml. Donc, il y a ça aussi, ce que tu disais sur le lait. Ça fait consommer des grosses quantités, donc c'est pas forcément conseillé. Donc, ça peut être, par exemple, un shaker de protéines avec un fruit, ou alors c'est un shaker de protéines gainer, où là, on a déjà les glucides dedans. Donc là, comme ça, on a protéines et glucides. Le fruit, on essaye d'apporter en apport de sucre en récupération 0,8 à 1 gramme par kilogramme de poids de corps de glucides. On peut être à 0,8 si on a des protéines, on peut être un petit peu moins parce qu'il y a une synergie entre les deux. Une banane, ça va être à peu près 30 grammes. Donc voilà, on n'est pas tout à fait encore au 1 gramme kilo. Après, vous pouvez faire du coup un fromage blanc ou un skyr dans lequel vous mettez des fruits rouges qui peut être intéressant sur le côté antioxydant, flocons d'avoine, du miel. On va essayer d'avoir des sucres rapides parce qu'on veut qu'ils soient rapidement captés par le muscle pour refaire vite les réserves énergétiques parce qu'on a un entraînement qui recommence dans 2 heures, 3 heures, un peu plus, 3-4 heures. Donc oui, du miel, des dattes par exemple, tout ce qui est fruits secs, ça va avoir des index glycémiques rapides. C'est pas le moment de manger des lentilles ou des pâtes complètes ou du riz complet. Là, c'est vraiment pour les repas. Et sinon, vous pouvez faire par exemple un sandwich, pain blanc, index glycémique rapide versus du pain complet qu'on va plutôt conseiller sur les autres repas, avec 2-3 tranches de jambon ou alors une boîte de thon. Vous pouvez mettre un peu de fromage frais dedans et voilà, ça peut vous faire une collation de récup. Il y a des sports qui ne sont pas forcément en catégorie de poids, mais où on va chercher un certain pourcentage de masse grasse. Je pense à la natation, au water polo et tous les sports aquatiques généralement. Ou au contraire, à enlever complètement, je pense au cyclisme, à la course à pied. Ouais. Est-ce que ça se gère aussi ce genre de régime-là, parce que ça reste un régime. Et par exemple, je pense aux nageurs pour la prise de masse grasse. Est-ce qu'il y a une quantité de lipides à respecter absolument, ou la masse grasse dépend d'autre chose que justement les lipides? Alors, sur les recommandations en lipides, c'est plutôt, c'est pas trop comme les glucides ou les protéines en fonction de ce que vous faites. Il y a des recommandations. C'est plutôt qu'on essaye de dire qu'il faut pas trop descendre ou pas être trop souvent en dessous de 1,2 g par kilogramme de poids de corps par jour. Chez les cyclistes, on était un peu moins quand même, parce qu'effectivement, on va chercher un pourcentage de masse grasse qui est hyper faible. En fonction aussi des périodes de la saison. L'hiver, ils sont un petit peu plus gras parce que sinon, ils seraient malades tout le temps. C'est déjà des sportifs qui ont une immunité qui est assez faible de par du coup des pourcentages de masse grasse qui est faible. Et l'été, ils sont un petit peu plus affûtés. Donc là, on va être plutôt aux alentours de 1 gramme kilo. On va essayer de ne pas être trop au-dessus. Et par contre, voilà, on peut monter en étant plus élevé, mais du coup, on aura plus de masse grasse, évidemment. Là, ça va vraiment se stocker, quoi. Après, la prise de masse grasse, elle est liée aussi à un excédent calorique tout court, pas uniquement lié qu'à l'apport en lipides. Si on a trop de calories par rapport à ce qu'on se dépense, l'énergie, elle va se stocker, notamment sous forme de lipides, parce que de toute façon, les réserves de glycogène, elles sont limitées. On peut pas avoir 1 kilo de réserve en glycogène, donc ce surplus va se stocker sous forme de tissu adipeux. Et là, on a même les cyclistes ont plusieurs kilos de réserve de masse grasse. Mais évidemment, moins qu'un nageur ou water polo, où on va avoir du coup plus de masse grasse pour la flottaison. Et donc oui, on va chercher du coup à être moins regardant sur l'apport lipidique. On va l'augmenter un peu plus. Sur un sport à catégorie de poids, on va plutôt essayer d'être aux alentours de 1,2, 1,5 pour un entraînement un peu classique. Et on peut monter un peu plus du coup si on cherche à prendre en masse grasse. Ok. Sur l'hypertrophie, généralement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le bodybuilding, la force athlétique. En disant, je fais de la prise de masse, je mange de tout, je deviens gras comme pas possible, mais derrière, je vais cutter. Est-ce que c'est une bonne solution, ou est-ce qu'il vaut mieux dire, ça prendra peut-être un poil plus de temps, mais je prends directement de la bonne masse, entre guillemets. Alors, c'est plus intéressant de prendre doucement. Déjà parce que le corps, il va changer, les repères, ils vont changer. Et souvent, une prise de masse faite d'un coup, l'athlète, il se sent lent, il n'est pas aussi performant du coup sur le tapis ou sur son ring, parce que tous ces repères ont changé. Donc, c'est plus intéressant du coup de prendre son temps. Par contre, il ne faut pas chercher quand même à se dire « je vais prendre que de la masse musculaire »
et limite je vais perdre en masse grasse pendant l'hypertrophie parce qu'on doit quand même avoir cet excédent calorique. Donc on va on va prendre un petit peu de tout, ça c'est vrai. Par contre, on va pas manger n'importe quoi et on va pas prendre beaucoup, enfin on va pas chercher à prendre trop en masse grasse non plus. Mais par contre, il faut pas avoir cet objectif de dire je prends juste en masse grasse et je veux sécher en même temps. Ça c'est compliqué de le faire en même temps. Ok, trop bien. Dans la prise de masse, est-ce que la supplémentation en créatine ou d'autres types d'apports sont privilégiés ou recommandés? Encore une fois, c'est pas la porte d'entrée numéro 1. Moi, en général, le programme, je le fais d'abord. On va recaler l'apport en protéines et l'apport en calories et l'hydratation. On laisse faire le programme comme ça. Si on voit que ça avance pas assez vite, on peut effectivement supplémenter en créatine. La créatine, par contre, ça va pas jouer directement dans la synthèse protéique. En gros, la créatine, c'est un intermédiaire énergétique. On fait des réserves de créatine qui vont, en fait, une molécule de créatine va donner une molécule d'ATP. C'est la filière énergétique qui est majoritaire sur des efforts explosifs de quelques secondes, donc des efforts typiquement muscu. Donc en fait, le fait de supplémenter en créatine fait que du coup, les séances de muscu, elles sont plus efficaces, elles sont de meilleure qualité, ce qui, in fine, nous amène à prendre en masse musculaire. Mais la créatine en soi, prendre de la créatine tout court alors qu'on ne s'entraîne pas, alors si, ça fait prendre du poids, mais ça fait prendre de la rétention d'eau. Et donc, sur la balance, ça peut se voir, mais c'est pas ça qui va créer la masse musculaire. Et donc, voilà, la créatine, oui, c'est un supplément... et même, j'ai envie de dire qu'on va utiliser de plus en plus, même pour son côté énergétique et pas forcément que dans les moments de prise de masse. C'est un supplément qui est très utile aussi pour le fonctionnement du cerveau, qu'on va recommander au moment de commotion. C'est quand même des blessures qui peuvent arriver fréquemment dans les sports à catégorie de poids. Donc, à l'inverse des BCA qui ont mauvaise presse, la créatine, elle a très bonne presse en ce moment. Il y a très peu d'effets secondaires connus aussi. Voilà, c'est encore une fois, c'est encadré, c'est par cure, c'est pas à n'importe quel moment, c'est pas des quantités astronomiques. Voilà, il y a des protocoles à respecter. Mais oui, des fois, on l'utilise dans les programmes d'hypertrophie. Mais pareil, sur des athlètes qui se connaissent déjà, on ne donne pas ça à quelqu'un qui est mineur. Oui, on va éviter. Passons sur les choses traditionnelles d'abord. Voilà, exactement. Moi, je sais que je suis un hyper bon répondeur à la créatine, mais je peux prendre 6 kilos en 2 semaines. Ok. Juste, le seul changement que je vais faire, c'est prendre de la créatine ou pas, quoi. Okay. Et je prends pas trop d'eau. Est-ce qu'il y a des profils, justement, qui sont meilleurs répondeurs à de la prise de masse ou de la perte de poids que d'autres, ou à des compléments par rapport à d'autres? Et comment est-ce que toi, tu le gères? Oui, alors il y en a, ils vont prendre en masse, c'est hyper facile. Même d'ailleurs, sans rien faire, même sans être en programme d'hypertrophie, ils prennent en masse musculaire. Il y en a au judo, on dit au prépa, ne fais pas de choses qui peuvent prendre en masse musculaire, parce que rien que l'activité, ils ont déjà trop de masse musculaire par rapport à la caté. Et on est des fois dans des situations comme ça où en fait, ils sont pas dans leur caté, c'est pas qu'ils mangent mal, c'est qu'en fait, ils sont trop musclés. Et le fait juste de s'entraîner en judo fait que leur masse musculaire, elle augmente. Et ils vont même plus sous décharge, ils font que du poids de corps. Donc, on a cette difficulté-là. Il y en a à l'inverse mais parce qu'ils bougent tout le temps partout, ils ont un métabolisme de base, ils brûlent beaucoup, ils font 46 000 trucs dans la journée. Et donc ça, souvent, c'est souvent les morphotypes très fins qui ont du mal à prendre même de la masse grasse, quoi. Donc ça, ouais, on peut s'en rendre compte. Et en fait, c'est à force de discuter avec l'athlète, de voir souvent le programme nutritionnel, il marche pas en one shot. On se voit, on fait un programme, on se revoit 2 semaines après, un mois, on rééchange sur ce qui va pas, comment le poids a évolué, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Même s'il y a une théorie, voilà, ils sont tous différents. Donc, il y a besoin de faire des réajustements et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un suivi nutritionnel et que tous les athlètes qui se sont peut-être adressés à des nutritionnels pour un programme une fois et qui sont jamais revenus vers la personne, je pense souvent, du coup, quand les suivis peut-être peuvent être faits à distance ou qu'il n'y a pas, en tout cas, Enfin voilà, que l'athlète n'a pas fait ce rôle de donner un peu les infos, ça ne fonctionne pas du tout sur le long terme. Il y a besoin vraiment de cette relation. Alors, au début, effectivement, les points ils sont un peu plus rapprochés. Et puis après, il faut qu'ils prennent en autonomie. Et on a moins besoin de se voir une fois qu'on a trouvé comment ça fonctionnait. Mais ouais, donc c'est plutôt par retour de l'athlète et de se rendre compte. Après, voilà, il y a des fois, je repense encore en judo, désolé, je parle de mon expérience, c'est qu'il y en a qui ont du mal à prendre du poids quand ils font trop de judo parce que c'est trop énergétique. Donc du coup, il y en a certains, quand la programmation des compètes le permet, on va stopper le judo et on va faire un cycle que d'hypertrophie. Et donc là, ça nous permet de prendre en masse musculaire. Après, une fois qu'on a repris le judo, il y a souvent une perte de poids, mais on a quand même pris en masse musculaire.
Donc, c'est encore une fois du cas par cas, ouais. Ok. Donc, pas de règle générale, je rappelle, en nutrition. Il y a des bases qui sont des règles générales, mais après, effectivement, si on va avoir des objectifs hyper précis, ouais, j'encourage à travailler avec un professionnel de la nutrition. Ouais. Bon, et après la pesée, alors on fait quoi? Après la pesée, il y a l'après-pesée. Moment tant attendu du sportif à catégorie de poids, la libération. Pour l'anecdote, avant que tu dis, à mon époque, on partait en compétition avec un nombre de gâteaux, de boissons sucrées, etc. La bière peut-être aussi, non? Alors moi, je bois pas du tout d'alcool. Ah bon, mais oui, la bière, j'ai déjà vu ça aussi. La bière sans alcool, généralement, avant la compète, c'est mieux. Ouais, j'ai même vu avec alcool. Et en fait, dès qu'on se pesait, on courait sur nos sacs pour manger clairement de la merde. Ouais. Donc, j'imagine que c'est pas la bonne solution. Non, mais c'est toujours un peu la réalité. J'ai déjà vu des jeunes avec du couscous aussi. Le tupperware de couscous de la maman. mère ou de la tante. Juste après la pesée, là, on voit ça, on fait oula. C'est pas forcément la meilleure stratégie. Ouais. Bon, il y a quand même ce côté, ça a été dur. Les derniers jours encore plus durs, ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils n'ont pas mangé. Donc, on ne peut que comprendre que ce moment, il soit libérateur et qu'ils aient envie de manger plein de choses. La stratégie d'après-pesée, elle va aussi être différente de comment est-ce qu'on a fait le régime. Si on a perdu beaucoup en eau ou pas, si on a perdu beaucoup en glycogène musculaire ou pas, ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on a fait sa perte de poids et le temps qu'on va avoir aussi pour... Dans tous les cas, la priorité numéro 1 sera la réhydratation. C'est ce qu'on va essayer de choyer, de faire au mieux. Donc, pour les sports qui se pèsent la veille, on a suffisamment de temps. Alors attention, souvent il y a une repesée le lendemain matin qui permet d'éviter des prises de poids. Donc elle est à 5%. Ouais, voilà. Il y en a qui sont au-dessus le lendemain matin. Mais voilà, ça permet quand même de perdre, enfin justement d'essayer qu'ils perdent un peu moins de poids pour pas en reprendre trop le lendemain. Donc voilà, si on a du temps la veille, on sait à peu près qu'on sera globalement à minima réhydraté le lendemain matin. Ceux qui sont pesés le matin pour quelques heures avant, ça va être compliqué de se réhydrater et la réhydratation, elle va se faire au long cours de la journée. Et c'est pour ça que du coup, on ne peut pas perdre trop en eau pour ça. Donc la première chose, ça va être la réhydratation. Toutes les boissons ne réhydratent pas de la même façon. De l'eau plate, c'est pas la boisson qui va réhydrater le mieux. On va plutôt favoriser des boissons avec beaucoup de minéraux, notamment beaucoup de sodium et ce qu'on appelle des solutés actifs. Il faut qu'il y ait des choses dans l'eau qui vont être captées de l'intestin vers le sang, puis après vers les cellules. Et tout ça va créer un gradient de pression et de concentration à l'intérieur du corps. Et l'eau, du coup, va devoir suivre pour rétablir ces gradients de pression de part et d'autre des membranes. Donc, ça va vraiment réhydrater en profondeur. L'eau plate, elle n'a pas vraiment de raison sinon de rentrer à l'intérieur de l'organisme. Il y en a quand même un peu qui passent. Je ne dis pas il faut boire de l'eau plate, mais au moment où on veut vraiment se réhydrater et faire un peu de rétention d'eau, en fait, c'est pas ce qu'on va privilégier. Donc, on va privilégier des boissons de réhydratation orale, par exemple. Donc là, quand il y a eu des grosses pertes en eau, donc c'est des boissons qu'on va d'habitude prescrire pour les bébés quand ils ont la diarrhée, par exemple. Les enfants n'ont pas ce comportement d'hydratation naturelle, donc on va les forcer un peu à se réhydrater un peu mieux grâce à ces boissons-là. Donc on peut utiliser ça, on peut utiliser des boissons très riches en sodium, type Ceinture, Vichy, Célestin. Les boissons d'effort vont être aussi intéressantes parce qu'on a du sucre, on a aussi beaucoup d'électrolytes, de sels minéraux, donc du sodium qui va conduire du coup l'eau à rentrer. Le lait, c'est aussi une boisson de réhydratation. L'alcool, ça déshydrate. C'est pour ça que moi, j'ai vu des bières. Je dis non, mais mon Dieu, surtout pas. Là, tu fais contre-emploi. Donc voilà, on va plutôt utiliser ça. Alors par contre, souvent, voilà, la pesée passe. Et donc, on boit 2 litres d'un coup. On consomme... alors des fois, on n'arrive plus trop à manger du coup parce qu'on a le ventre complètement plein. Mais on a soif, ok. On a très soif, oui. Mais j'allais dire, je sais, malheureusement, malheureusement ou peut-être heureusement pour moi, j'ai jamais expérimenté, mais bon, je me doute, je doute qu'ils ont très soif. Mais en fait, il y a une histoire de vidange gastrique. L'intestin et l'estomac ne peuvent pas gérer des quantités de fluides ou d'aliments qui sont trop importants. Et donc, du coup, va pas réussir à capter toute cette eau et ça va plutôt générer des urines et aussi des maux de ventre. Et du coup, ça peut conduire à un manque d'apport calorique ou hydrique par la suite parce que du coup, l'estomac aura été complètement plein. Donc du coup, on va essayer de conseiller entre 600 et 900 millilitres de fluide immédiatement après la pesée. Et après, il faut que ce soit fait par petites gorgées régulièrement. Et après, ça
ça va être plusieurs litres dans la soirée, mais par petites touches. C'est compliqué, par contre, ils le sentent tous que quand ils ont trop bu, ils ont du mal à les manger après. Et ils savent que c'était pas la meilleure solution. Donc, on essaye de limiter un peu. On va avoir aussi un apport en protéines. On va faire un peu comme la récupération. Toutes les 3 heures, on va essayer d'avoir 20 à 25 grammes de protéines. Donc, on peut avoir un shaker ou une boisson hyper protéinée juste après. Souvent, il va y avoir de l'eau, il va y avoir du lait avec. Donc, ça va permettre aussi, ça va compter dans l'apport de fluide, ça va permettre de se réhydrater. Et la deuxième priorité, en fait, j'aurais dû parler de ça d'abord, c'est l'apport en sucre et l'apport en glycogène. On l'a dit, le glycogène et les glucides, ça va être le substrat principal des muscles à l'effort. Donc, il faut essayer de remettre à niveau ces réserves en glycogène musculaire et hépatique. Il y a des stratégies nutritionnelles. Normalement, par exemple, dans les sports d'endurance, on veut aussi que les réserves elles soient maximisées. Mais ça prend 24 à 48 heures avec un apport de glucides de 8 à 10 grammes par kilogramme de poids de corps sur la journée. Le fameux plat de pâtes. Exactement. Et en fait, dans les sports à catégorie poids, on n'aura pas du tout ce temps-là. Et avant, on n'aura pas pu charger en glycogène parce que il fallait perdre le poids. Donc, on va essayer d'avoir une stratégie de récupération nutritionnelle agressive. Et là, avec des sucres plutôt à index glycémique rapide. Et on va faire de la place dans l'estomac. Donc, pas de fibres, pas de gras, parce qu'on veut que ce soit facile à digérer et que la dernière nuit avant la compétition se passe bien aussi. Donc, on peut avoir tout de suite après la pesée de la boisson d'effort qui va permettre de se réhydrater et d'apporter des sucres aussi. Sur le shaker de protéines, on peut passer sur un gainer qui apporte aussi protéines et glucides. Après, on peut avoir une compote, on peut avoir du pain blanc avec de la confiture, on peut avoir des biscuits pas gras, on peut avoir des bonbons à ce moment-là. Alors, pas le paquet. C'est pas des bêtises alors. Non. Alors, tout dépend après de la quantité, mais on peut avoir des bonbons, ça se tient parce qu'on veut un index glycémique élevé, quoi. Après, souvent, des fois, il y a trop de bonbons et pas assez d'autres choses. C'est plutôt l'équilibre qui est pas bon. On peut avoir des dattes, fruits secs aussi, encore une fois, index glycémique rapide. Après, va arriver le repas. Donc, souvent, pâtes, riz, une source de féculents, du pain blanc aussi, et une source de viande ou poisson, de protéines. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de sauce et tout pour pas que ce soit trop gras, pas trop de fromage. Sur le dessert, on va passer sur de la glace, une tarte aux fruits, un truc pas gras, quoi, pas un truc crémeux, pas un tiramisu, pas, je sais pas, un truc super gras, pas une mousse au chocolat par exemple qui va rester un peu sur le ventre. Et on peut soit se resservir une deuxième fois, soit et on attend un peu. Quelle chance. Et après, on peut remanger un peu dans sa chambre. Pareil, souvent, soit refaire un apport de protéines, boissons hyperprotéinées, des petits biscuits peu gras. Tant qu'on peut. Et en fait, il faut aussi respecter un confort digestif. Il ne faut pas manger jusqu'à se faire mal au ventre. Il faut que le confort digestif soit bon pour que le sommeil soit bon. Et tout en limitant le volume de fluides et d'aliments qui ne dépasse pas les 5% qu'il ne faut pas dépasser le lendemain, quoi. Donc, tu es en train de me dire qu'il faut peser ces aliments? Non, quand même pas. Mais en fait, ce qui va surtout être problématique, c'est la quantité de fluide, quoi. Qui fait que si on reboit 4-5 litres, pour l'anecdote, quand j'étais étudiant, j'avais refusé de rendre un devoir en nutrition parce que j'avais dit à la prof qu'elle était débile. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas que j'étais en judo. À l'époque, je faisais encore un peu de compète. Elle me disait, mais de toute façon, tous ces mecs qui font des sports à catégorie de poids, qui pèsent leur verre d'eau et leur demi-banane le matin à la pesée, c'est des abrutis. Moi, je lève la main, je dis, là, non, en ce moment-là, pourquoi ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'on est abrutis de faire ça? Parce que moi, quand je combattais en plus chez les légers, et 100 grammes, c'était 100 grammes, quoi. Les derniers jours, effectivement, on n'a pas parlé, mais on mange au poids, en fait, d'aliments pour qu'on soit juste... Comme on joue plus sur la calorie et le déficit calorique, on va manger au poids de l'aliment, quoi. C'est ça. Et donc, elle me disait, c'est pas parce qu'on boit 1 litre d'eau qu'on fait 1 kilo de plus. Si. Et je dis, oui, 24 heures plus tard, je suis d'accord. Oui, on va uriner, Mais je dis, sur le moment, si je bois 1 litre d'eau, elle me dit non. Je dis, pourtant, si je prends une bouteille d'eau d'1 litre, que je la bois d'un coup, j'ai pris 1 kilo. Elle me disait non. Et je dis, vous êtes débile, c'est pas possible. Elle était docteur en nutrition pourtant. Franchement, donc je suis parti du cours et je ne suis jamais revenu en nutrition. D'accord. Non, effectivement, là, si on reboit, alors oui, il va y avoir des pertes. Alors, si le système digestif refonctionne bien, ils vont pouvoir aller aux toilettes. Mais quand on est à 1 heure de la pesée, généralement, oui. On va pas perdre 500 grammes en allant aux toilettes, quoi, sachant qu'on a cuté avant. C'est ça. Ok. Et pendant la journée de compétition, si on peut revenir là-dessus, quelqu'un qui a fait un régime restrictif, alors je pense, tu vois, par exemple en judo, sur le niveau national, international, c'est peser la veille,
Et sur des plus petites compétitions, ce qui touche le plus de monde, c'est le matin. Et dans beaucoup de sports, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose sur la réhydratation ou la stratégie de reprise de poids? Et comment est-ce que je gère au fur et à mesure de ma journée de compétition, si jamais j'ai plusieurs épreuves? Alors, effectivement, sur la réhydratation, ça peut changer un peu en fonction de si on a perdu beaucoup d'eau ou pas. On va quand même axer un peu plus sur la réhydratation pour ceux qui sont juste la pesée passée, pour ceux qui ont perdu plus. Après, sur la stratégie d'alimentation sur la journée, elle est un peu la même. De toute façon, les réserves en glycogène, elles sont trop faibles. Qu'on ait fait un gros régime ou pas, globalement, elles seront de toute façon pas maximisées. Et du coup, on a besoin d'une disponibilité en glucides qui soit élevée toute la journée, qu'on ait fait un gros régime ou pas. Et donc, le conseil, c'est vraiment d'avoir un apport de glucides en fait régulièrement toute la journée. C'est soit sous forme de boisson d'effort, globalement, alors du commerce ou fait maison, à base de jus de raisin, par exemple. Sinon, ça va être des aliments qu'on sait qu'on digère bien. Pommes potes en général, ou compote pour pas de citer de marques, mais voilà, c'est un peu tombé dans le langage courant, parce qu'il n'y a pas besoin de mâcher, c'est liquide. Après, ça peut être fruits secs, bananes, barres de céréales, pâtes de fruits, des petites gommes riches en sucre. Après, il faut que ce soit très régulier entre les combats, parce qu'il faut qu'on ait cette disponibilité en sucre qui soit régulière tout au long de la journée. Après, c'est très, très, très fréquent que les athlètes n'ont pas faim, le stress, l'intensité de l'effort fait que le ventre, il est complètement noué. C'est sûr, mais et du coup, il faut pas non plus avoir envie de vomir, mais il faut se forcer un peu peut-être à travailler à l'entraînement, de déjà avoir l'habitude de prendre un petit déj à l'entraînement pour combattre en ayant le ventre plein. L'estomac, il s'entraîne aussi. C'est d'ailleurs des stratégies qui sont très utilisées dans les sports d'endurance. Le training the gut. Donc, on ne ferait pas autant sur des sports de combat, mais il va s'habituer à avoir des fluides et à avoir des aliments au sein de l'estomac et de pouvoir le digérer après. Donc ça, il faut s'habituer à ça. Répéter les stratégies nutritionnelles à l'entraînement, et ça vaut pour tous les sports. De répéter quel aliment je digère bien, lequel passe bien, et pas se rendre compte en compète, celui-là, il ne va pas du tout. Ouais, voilà. Il faut l'avoir testé plutôt avant. Donc, mais voilà, on ne fera pas forcément de différence entre ceux qui ont perdu beaucoup de poids ou pas. Là où ça peut être différent, c'est il y en a qui vont pouvoir manger avant la pesée, d'autres pas. Donc c'est là d'avoir prévu quelque chose une fois l'annonce de la repesée ou une fois la pesée passée. Qu'est-ce qu'on va manger et dans quel timing, parce qu'il ne faut pas manger trop proche non plus de la compétition. Hein. Plus on peut déjeuner tôt, plus on peut manger beaucoup, mais plus on se rapproche. Si on est à 1h30, 2h de la compétition, on va pas pouvoir manger autant que si on prenait un petit-déj 3 heures avant. Donc avoir des aliments très digestes, un petit sandwich, pareil, avec un peu de protéines, mais on va faire vraiment le focus sur les glucides, se réhydrater avec de la boisson d'effort. On peut déjà tout de suite passer sur ça, ou une solution de réhydratation orale. Mais voilà, vraiment, le conseil, c'est d'avoir un apport de sucre vraiment très régulier tout au long de la journée, entre chaque combat. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu voulais aborder qu'on n'aurait peut-être pas... dont on n'aurait pas discuté? On avait peut-être invoqué à un moment les troubles du comportement alimentaire dans cette, on a oublié cette partie-là. dans cette population de sportifs. Voilà, on va pas forcément être sur des troubles du comportement alimentaire type anorexie, qu'on peut trouver peut-être plus fréquemment dans d'autres types de sports, mais on va plutôt avoir des troubles du comportement alimentaire, de boulimie, d'hyperphagie, alors sans forcément se faire vomir pour la boulimie, mais on a quand même une relation à l'alimentation qui n'est pas saine, qui n'est pas normale. Alors, est-ce qu'on tombe sur un trouble du comportement alimentaire pathologique? Peut-être pas non plus. Mais ça fait quand même partie de la réalité. Et je pense qu'il faut qu'on essaye de travailler plus sur ça. Et que aussi, tout l'entourage, il a un impact sur le développement possible de ces troubles du comportement alimentaire. C'est des réflexions hyper fréquentes sur... Tiens, t'as pas l'air d'avoir commencé ton régime, toi. Ou alors, mais qu'est-ce que t'as en ce moment? T'es super affûté. Ou l'entraîneur qui veut peser très, très souvent son athlète. Il faut leur laisser un petit peu aussi de confiance. Et c'est des gens qui, même une fois la carrière arrêtée, ne remontent plus jamais sur une balance. C'est pas des comportements qui sont normaux. Et c'est peut-être un peu trop banalisé dans ces sports-là. Donc attention, alors entre eux, ils passent leur temps à se faire des réflexions, genre... Moi, je prends quelqu'un en rendez-vous. Ah bah tiens, Lauriane, tu vas avoir du travail avec lui. Hein. Tu vois cette personne qui a fait cette réflexion-là. Ah non, mais ça me gave, j'ai toujours des remarques. Mais tu viens d'en faire une à ton collègue il y a une demi-heure. Et en fait,
voilà, tout ce milieu-là fait que ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire, à être toujours focus sur le poids, ils se regardent tout le temps. Et voilà, je pense qu'il faut essayer un peu de le prendre en considération, nous, professionnels de santé, travailler en collaboration avec des psychologues qui soient vraiment sur ça. Et je pense qu'il faut aussi changer un petit peu les pratiques justement des entraîneurs ou peut-être même entre eux des athlètes pour... voilà, on sait que c'est dur, ça fait partie malheureusement des règles de votre sport, mais du coup, on peut peut-être essayer de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux si en fait... personne ne fait de réflexion sur ça, ou voilà, ils vont être à table. Ah bah tiens, tu manges ça, t'es pas au régime, toi. Mais laisse-moi manger ce que je veux. Enfin voilà, donc c'est. C'est Lauriane qui m'a dit. C'est compliqué. Oui, ou j'ai envie de manger ça, tout simplement, en fait. Et en fait, ces repères des envies, ils sont complètement perdus. La fin de la satiété, du grignotage sont complètement perdus. Et du coup, bah, c'est délétère. Même pour la vie d'après, en fait. Et du coup, ça fait un peu mal au cœur, des fois. Et c'est dur de changer ces habitudes-là. Souvent, ça arrive à se régler une fois qu'il n'y a plus cette contrainte de poids. Je disais justement quand on monte de KT, par exemple, ou alors quand la carrière, elle est finie. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un travail à faire en amont sur toutes les formations et sur les jeunes, sur tout ça. Et que, justement, si on les fait monter de KT plus tôt, par exemple, ou voilà, sur les réflexions, ou comment est-ce qu'on aborde le régime et le poids, ça peut... permettre de les protéger aussi un petit peu parce que ça reste un côté santé un peu mental, mais voilà, Ouais. ça reste important. Sur l'après-carrière, par contre, on voit beaucoup d'anorexie. Alors, je parle en judo. J'ai pas mal d'exemples en tête, Ouais. particulièrement chez les filles. Des filles qui arrêtent leur carrière de compétitrice et qui sont dans l'anorexie pendant quelques temps. C'est Ouais. toujours passager, mais on le voit vraiment. Parce qu'il y a cette perte de repère de qu'est-ce que je fais, je suis au régime, pas au régime, il faut que j'ai les abdos, pas les abdos. Ouais. C'est assez compliqué. Et je pense que c'est déjà une thématique qui est valable pour beaucoup de sportifs, mais je pense que dans les sports à catégorie de poids ou esthétique, c'est des populations un peu plus à risque de ces dérives, quoi, malheureusement. Comment est-ce qu'on peut prévenir ces choses-là ? En informant dès le jeune Ouais, âge. je pense qu'il faut informer plus sur les bonnes pratiques nutritionnelles, les bonnes pratiques du régime, ne pas toujours parler de poids, ne pas faire de remarques sur le physique tout le temps. Les entraîneurs qui pèsent leurs athlètes et qui font une réflexion sur le poids, ou qui disent bah dis donc t'es gras comme un loup, on peut entendre des trucs comme ça, ou c'est des choses, ça paraît un peu anodin, on se dit on est dans un sport à catégorie de poids, c'est normal que je pèse mes athlètes. Je pense que oui, parfois c'est important, parce que quelque part aussi des fois les entraîneurs ils veulent bien faire en disant on contrôle pour que tu vois ton poids aussi, parce que les athlètes n'osent pas se peser et qui se pèsent trop tard, donc vois ton poids toi, mais un peu les responsabiliser vis-à-vis de ça, mais qu'il n'y ait pas des remarques qui soient faites de façon trop régulière. Les peser et être le plus neutre possible sans jugement, quoi. Ouais, exactement, voilà, sans jugement. Et que peut-être il y a aussi une formation un peu plus des entraîneurs, des préparateurs physiques, enfin de tous les professionnels qui gravitent autour de ces sportifs, pour se rendre compte que certains comportements, remarques peuvent influencer sur ça, et aussi d'avoir plus de connaissances aussi en nutrition pour pouvoir donner aussi les bons conseils, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des échecs ? Est-ce que tu as un échec marquant en tant que nutritionniste ? De peser raté, par exemple ? Par exemple ? Ouais, on en a un peu, quand même. Pas énorme, quand même, non plus. Ça arrive, c'était souvent dans des contextes très compliqués, des choix de catégories trop faibles. Et après, il y a tout un blocage psychologique qui a lieu, il y a tout un stress qui se met autour de ça, il y a trop de personnes sur l'athlète, et en fait, même le nutritionniste, il est démuni, parce qu'en fait, c'est même plus une question là, de calories, il y a le côté psychologique qui a pris beaucoup trop le dessus, et on essaye justement de jamais arriver à ça, et de prévenir tout ça, en justement faire en sorte que le poids de forme soit plus bas, de bien choisir la catégorie. Voilà, donc ouais, c'est arrivé. Heureusement, c'est pas trop fréquent. Sinon, je pense que j'aurais été virée. Mais ouais, ça peut arriver malheureusement. Je suis entraîneur de club, je cherche une ou un nutritionniste ou un diététicien. Ouais. Comment est-ce que je fais pour le choisir ? Déjà, quelqu'un qui a fait de la nutrition du sport. Le côté, la formation de BTS diététique, il y a très peu de contenu de nutrition du sportif parce qu'il y a trop de choses à voir. C'est quand même des études qui amènent un peu plus à la côté pathologie. Donc, il y a très peu de connaissances du coup en nutrition du sport si on a juste fait un BTS. Donc, trouver quelqu'un qui a fait des formations complémentaires du coup sur la nutrition du sport, des DU ou d'autres, des bachelors ou
Voilà. Il n'y a pas que le CV qui compte, mais ça, c'est pas forcément que sur la nutrition, mais sur tous les professionnels de santé, il y a le côté vraiment humain, curiosité, empathie, qui veut essayer de comprendre la culture du sport si cette personne n'en vient pas directement, respect de sa place aussi. On n'est pas responsable de la médaille, on n'utilise pas l'athlète pour se vendre. Il y a quelque part une hiérarchie, on fait partie d'un staff, on n'intervient pas sur les côtés entraînement, enfin que chacun reste à sa place. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu une intelligence sociale pour que ça fonctionne bien. Et donc ça, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte si ça matche bien, mais c'est pas parce qu'on est un puits de science et de lecture dans des bouquins qu'on sera un bon professionnel sur le terrain. Donc ça, bon voilà, à l'entretien, pas sûr que ça se voit tout de suite, mais au fur et à mesure. Je pense qu'il ne faut pas forcément prendre quelqu'un qui vient du milieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre quelqu'un qui vient du milieu, mais ce n'est pas parce qu'il ne vient pas du milieu qu'il ne pourra pas non plus s'intégrer et comprendre le sport. Et des fois, il peut avoir une ouverture d'esprit, un regard critique que quelqu'un qui vient du sport n'aurait pas. Donc, pas forcément se dire ne vient pas de là, il ne comprendrait pas. Quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui est curieux, qui est à l'écoute du staff, des athlètes. Si aussi des connaissances en nutrition du sport, mais aussi des connaissances en physiologie de l'exercice, comprendre cette activité-là, qu'est-ce qu'elle implique en termes de physiologie, et donc du coup de besoins et de produits nutrition, enfin de produits dans le sens produits déchets métaboliques, quoi. Ça, c'est un plus, je pense. Quelqu'un qui comprend, qui va pouvoir discuter avec un kiné, qui va pouvoir discuter avec un entraîneur, avec un préparateur physique, et qui, du coup, va pouvoir avoir une interaction entre tout le monde. Quelqu'un qui connaît que la nutrition, mais qui connaît pas trop les sciences du sport, moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Ça apporterait un plus. Après, quelqu'un qui peut se former au fur et à mesure, hein, c'est pas rédhibitoire, mais je trouve que ça permet une vraie communication entre tous les acteurs, quoi, du staff. Quelle formation tu conseillerais à un entraîneur qui a envie d'en savoir plus sur la nutrition ? C'est là aussi où c'est compliqué pour eux parce que, par exemple, des DU nutrition en fac ne sont pas ouverts aux entraîneurs. Ça va être ouvert à des nutritionnistes ou des diététiciens, par exemple, des médecins, des infirmières, mais pas aux entraîneurs. Et souvent, la formation des entraîneurs, elle va se faire au sein des fédérations. Et du coup, c'est les fédérations de mettre en place ces formations-là. Elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Mais en tout cas, il y a toujours quand même un volet formation dans les fédés. Et peut-être qu'il est un peu sous-utilisé, même pour des entraîneurs qui sont au niveau de l'élite. Et des fois, c'est plutôt les entraîneurs en formation. Alors, souvent, évidemment, ils savent plus de trucs. Mais peut-être que, justement, pour de l'ouverture, ça pourrait être aussi intéressant. Je pense qu'il y a des formations privées, peut-être, qui vont avoir de bons intervenants et les entraîneurs ont accès à ça, où du coup ça va être un petit peu moins restrictif sur la population qui va pouvoir accéder à ces formations-là. Mais du coup, il y a plein de formations privées qui proposent des choses sur la prépa physique, sur la nutrition, sur l'entraînement aussi. Et qui sont menés ou tenus par des gens qui ont de l'expérience en sciences du sport et qui sont un peu reconnus dans le milieu, quoi. Quel livre ou auteur tu conseillerais sur la nutrition ? Alors, malheureusement, je trouve qu'il y a peu de choses en français. Et c'est un vrai manque. Du coup, vraiment pour la nutrition, les pontes un peu... on va avoir Louise Burke, qui est une autrice et une chercheuse australienne. Donc, ces bouquins, ils sont écrits en anglais. Askar Jukendrup aussi, qui est hollandais, lui. On va avoir aussi James Morton ou Graham Close, qui sont en Angleterre. Donc là, on sait qu'on est quand même sur du contenu de qualité. Il y en a plein d'autres. Là, c'est vraiment un peu les anciens qui ont formé plus de jeunes, mais vraiment, c'est les anciens. Après, sur des bouquins plutôt en français, on va avoir des bouquins écrits par Xavier Bigard, Yannick Guesnec, c'est des bouquins qui vont commencer à dater un peu, mais c'est des personnes qui sont vraiment expertes dans leur domaine. Christophe Oswirs aussi, qui a écrit aussi pas mal dessus avec son expérience. Mais ça manque un peu en tout cas de livres nutrition performance, nutrition santé. Il y en a d'autres, Anthony Berthoud par exemple. Mais nutrition performance, il y en a pas beaucoup. Ok, je te laisse le mot de la fin.
Les sports à catégorie de poids, c'est un milieu vraiment à part, je dirais. Il y a peu de littérature scientifique dessus. Il faut un peu composer avec la théorie qui émane plutôt des sports d'endurance, où là, il y a énormément de recherches dessus, ou les sports co. On essaye de se servir un peu de tout ça. Il y a une culture du sport qui peut faire peur et qui choque la majorité des gens, mais voilà, qu'il faut essayer d'encadrer. Et voilà, c'est peut-être pas bon pour leur santé, mais de toute façon, faire du sport de haut niveau, c'est pas non plus super bon pour leur santé. Ils sont pas plus en train de se faire mal qu'un cycliste ou qu'un ultra-trailer. Ils sont pas plus à part. Enfin, voilà, ça reste... le sport de haut niveau, ça reste un extrême. Donc, on va essayer de les protéger dans leur pratique. Voilà, des certaines pratiques qui peuvent un peu questionner, mais essayer de les encadrer au mieux. Et voilà, comme tous les sports, on vit des superbes aventures humaines avec ces sportifs-là. Et c'est des sports qui sont top. Lauriane, merci. Merci à toi, Julien. Me revoilà, ça y est. J'espère que l'épisode t'a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner avec Lauriane. Si jamais tu veux t'inscrire à la newsletter pour avoir les informations sur la prochaine formation sur l'enfant et l'adolescent le 4 et 5 mai, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Si jamais tu n'en as pas envie, tu es libre de ne pas le faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui devrait te plaire, j'en suis sûr. Salut!